On est en ligne, c'est bon? Est-ce que Brigitte nous entend? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très très bien. Eh bien, je pense que maintenant on est en ligne et sur Zoom et sur C'est Facebook, c'est Facebook. Voilà, c'est bon. Et Facebook, et on n'a plus d'écran en retour. Donc, merci d'être présent pour cette dernière rencontre inspirante du Start Lab Échec. Bon, alors au cours de cette soirée, on aura 2 panels de jeunes entrepreneurs qui ont été incubés au Start Lab Échec depuis plusieurs mois. Mais avant de rentrer dans les coulisses de votre création d'entreprise, on a le plaisir d'avoir Brigitte Chanoine avec nous. Et je suis ravie de te donner la parole, Brigitte, pour introduire cette rencontre. Et du coup, je te cède la parole sans plus attendre. Brigitte, c'est à toi. Merci Hélène. Alors, le thème de cette soirée, c'est être jeune et entreprendre mission accomplie. Eh bien, on peut dire que le Startup Échec, c'est vraiment mission accomplie. Les premiers porteurs de projet ont été accueillis au Start Lab en janvier 2018. Ils étaient 10 au départ. Aujourd'hui, il y a 84 projets portés et 115 jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés. Vous comprenez pourquoi je parle de mission accomplie. Les premiers arrivés au terme de leurs 30 mois d'incubation vont témoigner ce soir de leur parcours entrepreneurial. Ils sont des jeunes alumni ou encore des étudiants. Cela fait maintenant des mois qu'ils mettent une énergie mais immense à faire de leur rêve entrepreneurial une réalité. Aujourd'hui, leur activité existe officiellement et ne demande qu'à se déployer. Bravo à eux pour tout ce chemin parcouru. Vraiment, félicitations. Alors, développer une structure d'incubation pour soutenir ces jeunes est important pour l'Échec. Vous le savez peut-être, mais depuis toujours, notre institution forme des créateurs d'entreprises et cultive aussi un lien extrêmement fort avec le monde des TPE et des PME. Par ailleurs, depuis quelques années, on voit les aspirations des jeunes, leur volonté d'être acteurs face aux problématiques sociétales de notre époque, de se déployer professionnellement en étant en ligne avec leurs valeurs, participe à cet engouement très fort pour l'entrepreneuriat. Pour l'Échec, accompagner le plus loin possible ces jeunes est essentiel. Cela a été possible grâce au soutien de la région Bruxelles-Capitale, mais également grâce à Partenariat Professionnel que je tiens à remercier ici chaleureusement. Ce n'est pas tout. La qualité de l'accompagnement offert est aussi liée à des hommes et des femmes investis, passionnés et généreux qui partagent leurs compétences, leur expérience et leur réseau. Un immense merci à Hélène et Aurélie, les chevilles ouvrières du Start Lab, mais aussi aux coachs, aux entrepreneurs en résidence, aux experts et aux formateurs qui contribuent à faire vivre et vibrer le Start Lab Échec. Sans votre investissement et votre envie de transmettre, l'aventure serait tout simplement pas possible. Mais maintenant, depuis sa création, le Start Lab Échec n'a cessé de chercher à améliorer son accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Et j'ai le plaisir de vous partager, de vous annoncer que dès la rentrée académique prochaine, le Start Lab Échec ouvrira ses portes à des nouvelles candidatures 2 fois par an. Avis aux candidats, il sera possible d'intégrer le Start Lab en octobre ou en février. Par ailleurs, tant le processus de sélection que l'accompagnement en phase test sont également revus pour permettre un meilleur ancrage des porteurs et davantage de dynamique collective. Enfin, le Start Lab Échec aura à cœur d'intensifier les liens avec l'écosystème des incubateurs académiques bruxellois, notamment pour mieux soutenir les porteurs de projets qui s'installent sur leur marché. Nous sommes certains que plus de synergies entre le Start Lab de l'ULB et le Start Lab de la VUB profiteront à toutes et tous. Alors j'espère que le témoignage des porteurs de ce soir convaincront beaucoup de jeunes femmes et hommes à oser se lancer dans l'entrepreneuriat.
Je souhaite beaucoup de succès aux entrepreneurs de ce soir et à tous une excellente soirée. Pour cette introduction, on va commencer cette soirée et pour bien la commencer, je vais peut-être préciser un petit peu son déroulé. On va avoir 2 panels qui vont échanger pendant une grosse demi-heure. Et puis, comme toujours, lors des rencontres inspirantes, on a envie que ce soit un échange. Et donc, à la fin de chaque panel, vous aurez la possibilité de poser des questions aux panélistes. Alors, on va le faire de façon simple. À partir du moment où vous avez une question en fin de parcours et quand on vous le dira, levez la main sur Zoom et puis ouvrez votre caméra, ouvrez votre micro, prenez la parole, posez votre question. Et comme ça, ça nous donnera l'impression que vous êtes un peu plus près de nous. Donc voilà, je vous préciserai à partir de quand vous pouvez poser ces questions. Du coup, dans ce premier panel, je vais commencer par vous présenter, on a Laura Dumont. Bonjour. Avec une fille, donc c'est facile, c'est Laura. Alors, Laura Dumont sur Veco qui a réinventé les team building solidaires. On a Maxime Fouache. Bonjour. YouMengo, qui avec ses 2 associés développe une plateforme pour mettre en relation les bénévoles d'un côté et les ONG de l'autre. Nous avons Antoine Carrière, Dizzy Labus, qui développe une plateforme qui rassemble des capsules audio pour écouter des cours, des résumés de cours. C'est bien ça. C'est bien ça. Et Adrien Lejeune de Bonjour. New Ocean, qui avec son équipe s'est mis comme défi de récupérer le plastique des océans pour en développer des flip-flops à partir de ce coup-ci. Voilà. Bon, alors d'abord, on va faire une petite question rapide, question flash. On parle souvent de l'œuf et la poule, et puis on parle souvent de j'ai une idée ou je suis entrepreneur. Dans votre cas, qui est venu en premier, l'idée ou la posture d'entrepreneur? Adrien. Nous, c'est l'idée. Enfin, en tout cas, pour moi. Antoine. Pour répondre très rapidement, moi, c'est plus l'entrepreneuriat qui m'a plu directement avant l'idée. Avant l'idée. Idée, l'entrepreneuriat. Maxime. Pour moi, et je pense également pour Eric, l'un de mes associés, c'est vraiment l'idée. Pour l'autre, Maxime, c'est plutôt l'entrepreneuriat et c'est d'ailleurs cette synergie qui nous a poussés ici. Et toi, Laura? Et moi, ce sera aussi l'entrepreneuriat, notamment grâce aux mini-entreprises. Grâce aux mini-entreprises. Et du coup, quand c'était l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, pour toi, Laura, pour toi, Antoine, vous avez passé le pas? Comment est-ce que vous êtes mis en action? Qu'est-ce qui a été… Je laisse la parole à Laura. Tout simplement, déjà en rejoignant l'ICHEC, je savais que c'était une bonne université, haute école pour être sur le terrain. Et ensuite, quand j'ai rejoint l'option entrepreneuriat et PME en master, quand un startup est venu faire la présentation, je me suis dit, c'est le moment, j'ai toujours envie d'entreprendre. Pourquoi pas le faire durant les études? C'est le moment parfait, on a du temps et en plus, on est accompagné. Donc, c'est vraiment cette présentation. Ce déclic. Et toi, Antoine? Je rejoins pas mal Laura sur le déclencheur Start Lab, pour faire la pub du Start Lab, mais ça a été vraiment un gros déclencheur. Maintenant, je dirais qu'il y avait quand même une sorte de dégoût, c'est un peu fort, mais de me dire que j'arrêtais pas de dire que j'avais plein d'idées, que je voulais les lancer, et qu'à un moment donné, je voulais arrêter d'être en mensonge avec moi-même et vraiment me lancer au lieu de dire à tout le monde que j'avais plein d'idées. Et donc, je pense que c'est le combo Start Lab Échec plus cette envie d'être en accord avec moi-même qui ont fait que je me suis lancé. Et quand on avait l'idée au départ, comment est-ce que tout d'un coup on la développe et qu'on la construit pour en faire un projet? Adrien? Et du coup, en fait, nous, donc on est 3 cofondateurs et c'est les 2 autres qui avaient commencé le projet 6 mois à l'avance. Et alors, les 2 étaient biologistes et scientifiques et donc ils avaient identifié un problème. Mais là, il nous faut une partie business, alors ils m'ont contacté. Et donc, oui, moi, je ne connaissais pas non plus l'aspect business, mais au moins, j'avais la théorie grâce à l'ICHEC. Donc, je les ai rejoints et c'est là qu'on a commencé. Et toi, Maxime? C'est vrai que moi, ça vient surtout d'une volonté toujours d'améliorer un peu tout. Et donc, on a, avec différents amis, mais ma volonté à moi, c'était toujours d'essayer de trouver ce qui ne va pas, comment l'améliorer, de pousser. Puis, au bout d'un moment, évidemment, je me rends compte que les structures établies ne me convenaient pas pour aller chercher tout ce que je voulais chercher, tout ce que je voulais mettre en place. Je me sentais vraiment limité.
Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est le format parfait pour développer les idées qui nous tiennent le plus à cœur, qui nous semblent les plus justes. Et c'est là que c'est devenu naturel. Mais il y a avant 2-3 bonnes années d'essais, de lancement seul ou dans l'entreprise ou avec des copains, de trucs qui finalement ne fonctionnent pas jusqu'à créer l'entrepreneuriat, enfin rejoindre l'entrepreneuriat. Du coup, enfin, ça fait maintenant ça fait plusieurs mois que vous êtes incubé au Start Lab Bichec. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment au bout du parcours, donc ça fait 24 mois. Vous êtes avec une activité qui est en phase de lancement, voire complètement lancée et en phase de développement. Et au cours de tout cet apprentissage, on a eu de cesse de vous dire il faut se confronter au marché, il faut se confronter au marché. Et en fait, toute entreprise passe son temps à se confronter au marché. Moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est quel a été votre principal apprentissage? Et quand je dis apprentissage, ça peut être en termes de surprise, de déconvenus, de bousculement par rapport à des idées que vous aviez précédemment pu avoir en tant qu'entrepreneur à partir du moment où vous êtes confronté à ce marché-là. Qui a envie de commencer sur cette question? C'est tous retourné sur Maxime. Maxime. Effectivement, je pense que mon principal apprentissage vraiment de toute cette expérience, c'est qu'on ne peut pas tout planifier. Et ça a été quelque chose qui a été difficile à intégrer pour moi dans la mesure où j'ai toujours essayé d'aller chercher par la théorie au départ la bonne réponse et de l'appliquer ensuite. Et finalement, ce raisonnement scientifique va fonctionner sur 70-80% des affaires, mais à un moment donné, ça ne se passe pas comme prévu, il faut réagir dans l'urgence, il faut anticiper, puis on oublie certaines choses, etc. Et c'est toute cette réaction-là qui, pour moi, a été vraiment le plus gros apprentissage, comment réagir dans ces conditions. Ok. Donc le côté de devoir en permanence faire face à de l'inconnu et à des choses imprévues qui t'obligent à t'adapter, à pivoter et à revoir aussi ta posture, j'imagine. Exactement. Et puis, il y a également se dire qu'on aurait dû penser à ça, mais tant pis, on n'a pas le temps, donc on y va quand même, etc. D'aller parfois tester sans être sûr, d'aller parfois récupérer des informations qui sont partielles, mais de prendre ce qu'il faut quand même, etc. D'accepter en fait d'avoir certaines hypothèses qui ne sont pas 100% validées auparavant par la théorie. Qui veut réagir là-dessus? Moi, je veux bien. Et peut-être pour rajouter aussi ce que Maxime a dit, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans notre cas, au début, donc, comme on avait l'idée avant, on s'est dit, on avait une sorte de peur en fait, de se confronter au marché parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si jamais notre idée ne plaît pas? Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien, etc. Et en fait, une fois qu'on se confronte au marché, on se rend compte qu'on ne travaille pas contre lui, mais en fait avec lui, à essayer d'atteindre des objectifs communs. Surtout dans notre cas, on veut créer une communauté pour avoir un impact et on doit vraiment passer par là et alors on apprend énormément. Surtout si on atteint vraiment l'audience cible qu'on veut atteindre et qui nous donne des feedbacks, c'est vraiment ça qui va nous permettre de progresser. Donc ça a été vraiment super important et utile, même si au départ ça fait un peu peur. Donc d'une peur, c'est devenu une force. C'est ça, exactement. Qui t'accompagne et qui te motive. C'est ça. Dans le développement de ton projet. Antoine? Moi, je dirais que ce que j'en retire majoritairement, ce serait de se dire, on parlait de pas franchir pour se lancer, etc. Et j'ai l'impression que quand on ne franchisse pas, c'est tellement important pour nous qu'on a l'impression que tout le monde attend notre solution, les bras ouverts, alors qu'en fait, beaucoup de gens en entrepreneuriat disent, c'est peut-être un peu cru, mais tout le monde s'en fiche de ton idée. Tant qu'elle ne résout pas un besoin, on s'en fiche. Donc, il y a peut-être ton entourage qui va être d'accord avec toi, qui va être content, mais à partir d'un moment, ça s'estompe et si tu ne résous pas de besoin, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, il faut partir du principe que tout le monde s'en fiche. Et que tant que tu ne résous pas de besoin, ça ne sert à rien. Ça va de pair avec une autre constatation que j'ai faite, qui est de mesurer ses attentes, parce que sinon, on tombe de très haut quand ça ne fonctionne pas. Et donc, quand on lance un nouveau concept, quand on lance même un visuel sur Instagram, sur Facebook, peu importe, un nouveau cours, peu importe, il faut mesurer ses attentes en partant du principe que potentiellement ça peut flopper et c'est pas grave, on se rattrapera par la suite. Et je dirais, troisième chose, ce serait potentiellement, je l'avais en tête, je l'ai oublié, mais le peut-être embrayer si ça me remarche. Mais du coup, j'ai envie de rebondir ce qui a été dit. C'est qu'on a une culture de l'échec qui est assez négative et que quand on est entrepreneur, il faut vraiment faire attention à ça et se dire l'échec, ça peut être positif, ça va ramener énormément de feedback. Ok, on peut faire des erreurs, mais en fait, il faut rebondir et pas juste s'arrêter face à des obstacles auxquels on peut faire face. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris sur le terrain qui me faisait très, très peur. Et aujourd'hui, j'ai appris à mieux manager tout ce sentiment face à l'échec.
Et alors, la deuxième grosse chose, c'est on parle beaucoup du réseau sur papier. On dit oui, il faut parler de son idée, la confronter, faites connaissance, même si voilà, ça ne va pas amener plus loin, au moins ça va vous servir. Et en fait, le réseau, de prime abord, je ne voyais pas tout l'avantage qu'il y avait derrière, mais aujourd'hui, en ayant agrandi, en étant accompagnée, en ayant pu rencontrer des personnes qui m'ont ouvert de nouvelles opportunités, je me rends compte de la puissance que c'est. Il ne faut vraiment pas avoir peur de rencontrer et de faire connaissance. Donc, aller à la confrontation, développer son réseau, ne pas avoir peur de l'échec. Antoine, est-ce que tu es revenu sur ta dernière idée? Oui, mais je suis totalement d'accord avec ce que Laura a dit. Et ma dernière idée, c'était une phrase que j'ai en tête qui me dit ce qui est clair dans ta tête en tant qu'entrepreneur n'est pas nécessairement clair dans la tête de tes utilisateurs. Et donc, il faut sans cesse, ça, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est ça, se mettre à la place de tes utilisateurs pour voir ce qu'ils pensent, leurs habitudes, pour être sûr que quand on délivre un message, il soit bien compris. Parce que c'est ça qui crée les flops plus tard, c'est qu'on croit qu'on a l'idée du siècle et qu'on la délivre de la bonne façon et elle n'est pas bien comprise en fait. Donc le choix des mots, les messages, la communication, c'est pour moi très important. Et du coup, tu dis, OK, il faut tester, il faut aller à la rencontre et pratiquement, enfin, c'est quoi? Il y a un groupe panel test, tu organises ça d'une façon particulière et systématique ou... C'est surtout dans la récolte de feedback. Donc, tous les jours, on demande à nos utilisateurs s'ils ont bien compris ce qu'on leur disait et ça nous sert pour la suite. Mais je dirais que tester directement avec la cible des utilisateurs. Et pour donner un petit exemple vraiment court, je ne parle pas trop. Pendant longtemps, on a dit voilà, EasyLabus, c'est des podcasts audio basés sur les meilleures notes de cours, résumés et synthèse du supérieur. Et pour nous, c'est clair dans les oreilles de tout le monde. Et pour la cible, les utilisateurs, c'est peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est un podcast, basé sur des notes de cours résumées, tout le monde ne parle pas de ça. Enfin, il faut vraiment aller à l'essentiel et dire, voilà, capsule audio sur des résumés, tu les écoutes dans les transports, enfin bref, utiliser des mots très simples pour qu'ils les comprennent et arrêter le jargon entrepreneurial pour la cible. Oui, sortir du jargon, c'est certainement une chose importante. Par rapport à l'échec et la peur de l'échec, est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est exactement ce que Laura a dit. En fait, genre nous, on devait lancer par exemple l'année passée en mai. Et puis alors, juste quand Covid est arrivé, à ce moment-là, on avait des investisseurs, on avait des producteurs. On a perdu tout le monde en fait. Donc on a un peu recommencé à zéro. Et là, on se pose vraiment beaucoup de questions. On se dit, mais est-ce qu'on a envie de continuer, etc. Et puis on s'est rendu compte que la mission était trop importante pour au moins pas donner une chance au projet. Et puis c'est exactement ce que Laura a dit par rapport à l'échec. On se dit, OK, bon, c'est passé. Maintenant, on a soit le choix d'arrêter, soit le choix de continuer. Et au final, on avait déjà eu quelques obstacles jusque-là. Et pourquoi pas donner une nouvelle chance. Et on est content de l'avoir fait. Au final, ça nous a même appris des choses parce qu'au début, on voulait passer par des investisseurs. Puis on s'est rendu compte qu'au final, on pouvait trouver d'autres sources d'investissement qui allaient peut-être mieux en pair avec notre projet. Et du coup, on peut apprendre de l'échec aussi, c'est sûr. Donc la confrontation qui est indispensable est un atout de base pour construire votre projet entrepreneurial. Alors, bon, aujourd'hui, quand on regarde la motivation des jeunes à entreprendre, on se rend compte qu'une des lignes de force, c'est entreprendre pour être en accord avec mes valeurs, mais aussi entreprendre pour quelque part développer une création qui soit en ligne avec mes valeurs, mais aussi qui a un impact sociétal positif, qui permette de finalement développer une activité économique qui soit plus en phase avec la planète et avec les humains qui y habitent. Nous, au Start Lab Bichec, on est fermement convaincus qu'on n'est plus dans une époque où on peut se faire l'impasse sur cette réflexion sur l'impact sociétal de sa création. Et je pense qu'au cours de notre accompagnement, on a essayé de vous sensibiliser à ça. Alors, certains ont davantage dans leur proposition de valeur un impact fort, mais ce que je voulais vous demander, c'est aujourd'hui, quand vous pensez au développement de votre entreprise et quand vous voyez tout le chemin que vous avez parcouru, est-ce que mettre ce souci d'avoir un impact sociétal positif a été un frein? Et si oui, à quel niveau? Ou au contraire, est-ce que ça a été un levier qui vous a permis
de vous développer plus facilement parce que justement, il y a une telle attente et un tel trend quelque part sur le fait de créer des entreprises à impact sociétal positif. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Alors, Laura, toi qui as mis ça au cœur de ta proposition de valeur de Surveco. Du coup, pour moi, ça a surtout été un levier. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, par exemple, au Start Lab, j'avais vraiment envie de faire des team building et c'était éco-responsable parce que j'étais dans une logique aussi plus personnelle à ce niveau-là. Et au moment où justement le Covid est arrivé, que j'ai dû pivoter en virtuel, je me suis rendu compte que, ok, éco-responsable, mais ça veut dire quoi? Surtout virtuellement, et qu'aujourd'hui, ça ne s'alignait pas à ce que je voulais vraiment faire, l'impact que je voulais avoir et vraiment toucher les personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû choisir soit continuer et dire je fais des team building et choisir plus le fun, l'amusement, ou vraiment mettre les valeurs au centre de mon service et de construire tout un monde autour de ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis de me différencier, de me rendre compte qu'il y avait un besoin aussi sur le marché à ce niveau-là. Des team building, donc ce sont des activités de cohésion d'équipe. Il y en a énormément. On prend souvent le paintball comme exemple. Mais c'est vrai que des activités qui sensibilisent, mais à travers le jeu, il en existe très peu, voire pas du tout, à part Surveco pour l'instant en Belgique. Donc voilà, ça a vraiment été un levier pour moi. Ok. Donc finalement, de te raccrocher à tes valeurs et à ce que tu voulais avoir comme impact, ça a permis plus facilement de te différencier à un moment donné où ton projet vivait une crise parce que c'était le Covid. Ouais, c'est finalement te resserrer sur ce qui faisait sens pour toi et ce que tu voulais amener au monde qui t'a permis de finalement transformer ton idée de base dans ce qu'est devenu Surveco aujourd'hui. Et en fait, c'est totalement aligné avec ma personnalité et c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de présenter Surveco qu'à l'époque où je pouvais me dire, OK, c'est pas totalement aligné avec le message que j'ai envie de faire passer. Aujourd'hui, je sais que Surveco, c'est dans mes valeurs et que je vais pouvoir le partager plus facilement. Maxime? Oui, justement pour réagir sur le côté, est-ce que ça fait des freins, est-ce que c'est facile, etc. Nous, on a été confrontés au fait que malheureusement, le social, le sociétal, etc., c'est vite politisé, c'est vite un gros mot ou alors un mot vraiment qui représente tout. Ça veut tout et rien dire d'une certaine manière, avoir un impact social. Et c'est utilisé dans énormément de greenwashing, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. Finalement, il y a de moins en moins de confiance dans les messages publics qui sont donnés, notamment à ce sujet-là, puisque c'est trendy. Tout à fait. Ça peut devenir un concept valise dans lequel on met plein de choses. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile dans la mesure où on va manquer de crédibilité face à des investisseurs quand on est social, alors que par rapport à d'autres investisseurs, on va être uniquement valide lorsqu'on est social. De la même manière, on peut justifier cet impact social de un peu toutes les manières, etc. Et puis les associations le subissent, elles, au jour le jour, puisque elles ont moins de moyens que les entreprises, elles ont moins d'impact sur la communication, les réseaux, etc. Et donc, finalement, elles sont en compétition avec le monde du marché, d'une certaine façon. Et ça, le mot social est aujourd'hui relativement en compétition avec le monde de la finance, de l'argent, etc. Alors que, je pense, dans nos différents projets, on essaye tous d'allier finalement ces deux mondes. Le fait de pouvoir, à un moment donné, bien faire sa vie, gagner de l'argent, être heureux avec, même créer de l'emploi, etc. Et pour autant avoir un impact positif. Et ça ne doit pas être forcément antagoniste. Là où on a l'impression que même au sein de certaines associations parfois, eh bien, le fait d'avoir un point de vue pécunier, d'aller chercher de l'argent, c'est un peu un gros mot, d'avoir de la performance, puisque justement le social est trop important pour qu'on puisse l'associer d'une certaine manière à une valeur financière. Et ça, c'est un peu un frein, je pense, dans la communication nous, on a pu vivre, de pouvoir dire, bien, oui, je suis une entreprise, oui, je souhaite faire ma vie avec, avoir des employés, payer de l'argent, gagner de l'argent, etc. Et en même temps, avoir un impact social fort et presque unique, puisque nous, donc, dans notre proposition de valeur, on est uniquement orienté sur l'impact social positif. Voilà. Et du coup, vous l'avez résolu comment, ce frein? Alors, nous, on l'a résolu, eh bien, en fait, c'est un peu des promesses de valeur, c'est-à-dire qu'on est allé voir énormément de monde, énormément d'acteurs du monde associatif, et puis en communiquant avec eux, on a appris comment adapter notre communication. Donc, on a eu des échecs, comme on en parlait juste avant, mais finalement qui nous ont appris aussi à nous adapter. Et au fur et à mesure, on trouve des solutions qui nous permettent de communiquer largement sans
entrer justement dans une quelconque polémique. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en discutant de l'intérieur, on se rend compte que ce soit dans le monde du business ou que ce soit dans le monde associatif, ça reste une façade finalement, c'est le mot aussi, le mot social, le mot finance, le mot business, ça reste des façades que les gens ne veulent pas dépasser, mais quand on rentre dedans, toutes les entreprises, elles souhaitent avoir un impact un peu plus social pour que leurs employés se sentent mieux dedans, et toutes les associations souhaitent avoir un peu plus de performance, un peu plus de revenus pour finalement pouvoir avoir un impact plus fort aussi. Donc, il suffit simplement de transformer certains mots parfois, d'adapter son discours, et puis surtout de montrer qu'on n'est jamais là autrement que pour les aider. Et je crois qu'effectivement, il y a peut-être une profession de foi à faire, mais petit à petit aussi, ça semble se transformer de la même manière que le bénévolat se transforme pour être de plus en plus adaptable. Eh bien, je pense que le monde du social aussi est de plus en plus adaptable à la société. Et donc, on l'a vécu comme un frein au début sur notre communication, mais aujourd'hui, comme on l'a adapté, ça nous semble plus un atout finalement d'avoir réussi à nous adapter ici pour communiquer avec tout le monde. Adrien, en ce qui te concerne, j'imagine que récupérer le plastique des océans et arriver à en faire des chandelles à partir de ça, c'était un défi. Ouais. Et que tenir une ligne juste pour que le produit finalement transformé, recyclé et nouveau que vous mettez sur le marché finalement ne participe pas à repolluer. A dû être un challenge. Du coup, comment vous avez tenu la ligne? D'abord, donc, ça a été un petit peu un frein au niveau de production, parce qu'on travaille avec des matériaux, il y a des personnes qui avaient travaillé avec avant. En plus de ça, souvent, on arrive chez des producteurs qui font déjà des sandales. On a une start-up, donc eux, évidemment, ne vont pas nous donner beaucoup de temps, parce que c'est un projet sur le côté, ils ne vont pas récupérer de l'argent direct. Donc oui, ça peut faire ralentir, mais j'aimerais surtout rebondir sur ce qu'on disait avant avec l'échec, et pour dire à quel point, en contrepartie, c'est vraiment un avantage. Parce que le fait vraiment d'avoir une mission à impact sociétal positif, ça veut dire que c'est plus grand que simplement faire de l'argent, c'est plus que simplement vendre ce produit et son service. Et quand on fait face à l'échec et qu'on doit rebondir et qu'on se dit, ouais, au final, en fait, on fait ça pour la planète et pour nous-mêmes, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus motivant que simplement se dire, tu vois, mon produit et mon service pour moi-même. Donc, ça peut aussi être un avantage par rapport à ça. Antoine, en ce qui te concerne. Oui, déjà, je suis ravi de voir qu'il y a tant de projets qui ont un impact sociétal si important dans la mission, c'est une mission centrale de leur projet. Moi, disons que c'est peut-être un petit peu moins flagrant au premier abord, malgré que la raison d'être d'Isilabus, elle est partie d'un problème que j'avais rencontré moi-même, qui était une difficulté à apprendre pour réussir mes examens. Donc, je pense que Isilabus a un impact, je suis même sûr, parce que je le vois tous les jours, un impact sociétal important sur la vie estudiantine de beaucoup de gens. Et donc, on aide pas mal de gens, pas mal d'étudiants à réussir leurs examens. Et je pense que cet impact-là est fondamental, surtout dans cette période un peu compliquée pour eux, de se dire que ça les aide à réussir. Et d'autre part, pour avoir un aspect plus pratique, direct, quand il y a eu cette phase le confinement qu'on a tous vécu, il y a beaucoup d'étudiants qui avaient perdu leur job étudiant parce que l'Oreca était fermé, et je dirais 70% des étudiants travaillent dans l'Oreca. Et donc nous, on a poussé la production, d'une part parce qu'on voulait produire, certes, mais d'autre part parce qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir payer des étudiants et que ça allait peut-être leur donner la chance d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec d'ailleurs. Et donc potentiellement, on a quand même cette idée en tête du bien général commun de la société. Et donc, comme le disait Maxime, qu'on le veuille ou non, c'est en nous. L'humain est comme ça, je pense. Et donc, notre but, c'est évidemment d'avoir dis-moi, si je peux me permettre quand même, avoir accès à une éducation de qualité, c'est un des objectifs de l'UNESCO, de développement de l'UNESCO. Donc, voilà. C'est bien. Parfait. Super. Juste peut-être encore dire un avantage en fait, que j'ai oublié de mentionner pour l'effet levier. Ouais. C'est en fait aussi dans la prise de décision. Enfin, ils sont tous d'accord avec moi, je pense qu'on doit prendre des décisions quasi tout le temps. Et en fait, avoir ce filtre d'impact social positif, ça peut faciliter à prendre des décisions par rapport à une autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé aussi. C'est certain. Le manque de ressources financières, le fait que on est jeune, vous n'avez pas de laine a priori, sauf si vous êtes de riches héritiers, mais enfin, a priori, les jeunes entrepreneurs arrivent avec peu de ressources à investir dans leur projet.
Et puis, l'accès au financement est quand même extrêmement complexe. Je veux dire, les institutions sont complexes, comprendre l'écosystème pour se financer est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, on voit vraiment, et la dernière étude de Hub Bruxelles et du IED qui a été effectuée en novembre dernier, dont les résultats viennent de sortir, l'a encore souligné à quel point ce manque de pouvoir de financement propre et la difficulté d'accès aux institutions financières est un des freins majeurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, dans votre cas, à partir de quand la question du financement est devenue une question préoccupante qui a commencé à habiter votre projet et comment est-ce que vous vous êtes mis dedans et comment est-ce que vous l'avez dompté, si vous l'avez dompté, si je puis dire. Vaste question, mais tellement essentielle par rapport enfin, pour tous les jeunes gens qui voudraient entreprendre et qui voient le principal frein à se lancer. Qui commence? Moi, j'ai juste envie de réagir, que ça me fait penser à une question que mon entourage peut me poser, c'est « Ah ouais, tu lances un projet, une start-up, tu gagnes combien? Tu vas te faire beaucoup d'argent. » Et c'est vrai que c'est souvent l'idée qu'on a quand on lance un projet. Après, surtout quand on a un impact positif aussi, c'est pas forcément l'argent qui drive, enfin, qui motive, mais effectivement, à un moment, la question va se poser. Et en l'occurrence, moi, vu que j'offre un service de team building, je ne dois pas faire des levées de fonds, etc. Mais par contre, vu que je veux évoluer personnellement sur le côté et avoir mon indépendance, etc., c'est vrai que la question s'est posée, OK, est-ce que je suis à 100% dans mon projet? Est-ce que je prends un mi-temps? Qu'est-ce que je fais? Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas une réponse qui conviendra à tout le monde, mais je suis à mi-temps dans une entreprise, moi aussi un peu milieu start-up, et je suis sur mon projet à côté. Ça a des avantages parce que j'ai des rentrées d'argent pour pouvoir évoluer. Mais ça a des inconvénients parce que du coup, je ne suis pas à fond dans le projet et ça ne peut pas le booster comme j'aimerais que ça le booste et je ne vais pas aussi vite que ce que je voudrais. Mais ouais. Donc ça, c'est dans mon cas. Et du coup, tu gagnes combien? Mais du coup, en ce qui te concerne, comme c'est du service, tu n'avais pas spécialement besoin d'énormément de fonds au départ, mais par contre, comme aujourd'hui, ton projet ne te permet pas encore de vivre dessus et de remplir ton frigo et payer ton loyer, tu as fait le choix finalement de donner une chance à ton projet en travaillant à mi-temps ailleurs. Voilà. Et ça, ce choix-là, parce que tu es sorti, tu es diplômé depuis juin 2020, donc il s'est facilement opéré. Je veux dire, comment est-ce que c'est une question qui a dû se poser à un moment donné. Qu'est-ce que je fais? J'arrive au bout de mes études, à la toute base, je m'étais dit, je vais donner une chance à mon projet directement, je vais me mettre à 100%, puis le Covid est justement arrivé. Et là, c'était beaucoup plus incertain, l'avenir, c'était beaucoup moins facile de pouvoir tester et me dire, OK, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais vendre le produit, enfin, le service plutôt? Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais continuer à me développer personnellement et pouvoir prendre mon indépendance parce que j'en avais besoin. C'est aussi on s'entend bien soi-même, qu'on peut permettre à notre projet d'évoluer positivement. Et en même temps, je ne vais pas tout arrêter et trouver un temps plein pour une grande entreprise. Je veux laisser la chance à mon projet. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pris cette décision-là. Par contre, en ayant eu de l'expérience ailleurs et en ayant pu voir ce que c'est d'avoir 2 mi-temps, dont un qui a un projet, donc ça prend beaucoup plus qu'un mi-temps, d'ici octobre, je vais le mettre à 100% sur Déco et lui laisser la chance. Alors, tu t'es mis une timeline, en fait. C'est ça. Okay. Moi, j'aimerais juste réagir par rapport à ça parce que, en l'occurrence, moi, je suis salarié toujours depuis même avant d'avoir créé mon projet. Et d'ailleurs, c'est au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que j'ai commencé à avoir cet esprit d'essayer d'innover, d'améliorer, etc. Et donc, Eric et Maxime, mes 2 associés, sont également encore employés à 100% en plein temps. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un travail au jour le jour et d'avoir ce projet sur le côté. C'est du travail le week-end, c'est du travail le soir, c'est du travail en journée, c'est de l'adaptabilité en permanence. Et puis, c'est un emploi du temps qui ne laisse pas non plus la possibilité de faire autre chose. Voilà. C'est assez difficile d'avoir vraiment du loisir, etc. Pour autant,
ça se fait quand même assez bien. Et en fait, on se rend compte surtout que, pour moi, le point clé d'être 100% employé, d'avoir un projet entrepreneurial à côté, c'est d'avoir des associés. C'est-à-dire qu'on peut toujours se reporter les uns sur les autres quand il y a des vacances, quand on part, quand on se répartit des tâches. Finalement, on travaille tous les trois de manière autonome et le projet avance. Même si le travail en journée va prédominer, on va quand même être capable d'avancer puisqu'on est trois à avancer sur le projet. Puis la deuxième chose, c'est que, en fait, au fur et à mesure de faire les deux en même temps, eh bien, il se développe un sens des priorités et de la gestion du temps qui est extrêmement efficace, je trouve, en tout cas pour nous trois, et qui nous amène du coup à retrouver la possibilité d'avoir des loisirs, de sortir, de faire la fête. Moi, par exemple, je fais de la musique sur le côté, je donne des cours de piano, je fais du théâtre, etc. Et j'ai la possibilité de faire tout ça avec mon projet entrepreneurial et avec mon travail. Donc, je crois qu'il y a aussi une notion d'apprendre à un moment donné à gérer son temps. Au fur et à mesure, dans l'exemple, finalement, malheureusement, en live, il a fallu un an de galère où c'est difficile, où on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il faut travailler sur l'un, quand est-ce qu'il faut travailler sur l'autre, etc. Pour qu'à un moment donné, on arrive à cette situation. Et du coup, comme Laura, vous avez établi une timeline avec des objectifs clés que vous vouliez atteindre. Parce que, en attendant, tu le dis toi-même, hein, c'est un investissement de tous les moments qui prend… Et puis, financièrement, du coup, puisque c'était la question de départ, c'est également une sécurité qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, moi j'ai mon loyer à payer, etc. Je suis capable quand même de survivre grâce à mon salaire. Donc, nous, on a investi nos fonds propres, en fait. C'est-à-dire qu'on a mis nos économies. Bon, certains achètent un appartement à 25 ans, nous, on a acheté on a créé cette entreprise. Donc, on a mis nos fonds propres, ce qui nous a permis aussi d'être un peu plus libre et d'être plus rapidement efficace, je dirais. J'ai oublié ta question, mais je vais réagir sur la question du début, qui était aussi à quel moment est-ce que ça se pose finalement, cette question du financement. Et pour moi, il y a différentes étapes de maturation d'un projet. Il y a le moment où c'est une idée, le moment où c'est une idée concrète et le moment où c'est une idée qu'on crée. Et le moment où c'est une idée concrète, à ce moment-là, on commence à travailler sur la théorie à droite à gauche. Et je crois que finalement, la finance ici, elle va venir uniquement pour la survie, c'est-à-dire payer un loyer, etc., mais pas réellement sur le projet. Par contre, quand on va vouloir créer l'idée, à ce moment-là, il va falloir convaincre les personnes. Et comme le disait très justement Antoine, eh bien, je crois que notre idée, finalement, tant qu'elle n'est pas concrète, tant qu'elle ne répond pas à un besoin, tant qu'elle n'est pas visible et physique, eh bien, elle n'existe pas réellement dans les yeux des utilisateurs. C'est là qu'il faut de l'argent. Et c'est vrai que ça laisse quand même toute une période de théorie, d'analyse, de création qui a été, en tout cas pour nous, propice à récupérer des investissements, à amener justement… dans le projet aujourd'hui. Exactement, à mettre dans le projet aujourd'hui. Antoine, ton chemin à toi, à partir de quand c'est venu tôt en ce qui te concerne, hein, cette nécessité de trouver un financement pour justement passer de l'idée à un projet plus concret. Effectivement, mais je dirais d'abord peut-être que, pour revenir sur l'accès au financement, dans l'étude que tu as citée, il y a quand même des problèmes typiquement belges liés aux régions qui fait qu'en fait, dans chaque région, il y a des fonds, il y a des entités qui ont été créées, qui font des petits bébés, c'est-à-dire qu'il y a les gros fonds et puis il y a les petits fonds avec chacun des noms différents et qui, pour moi, jouent dans l'équation qui rendent justement cette équation hyper difficile pour un jeune qui se lance de se dire, mais moi qui étais confronté à ce milieu un peu du financement, de l'investissement, je ne m'y retrouvais même pas dans les noms, j'ai dû faire une liste où j'écrivais, voilà, ça c'est ce fonds-là qui appartient à ce gros fonds-là, et si lui te dit non, lui va te dire non aussi, donc ça c'est même pas la peine. Bref, très compliqué, il y a pareil en Flandre, pareil à Bruxelles, et donc ça joue beaucoup dans la difficulté d'accès au financement. Donc tu confirmes l'étude du Hub, c'est qu'il y a de bonnes raisons de dire que c'est complexe. Quoi. Voilà. Deuxième chose, bon ça j'invente rien, mais il y a des projets qui ne nécessitent pas de lever des fonds, d'autres qui nécessitent de lever des fonds. En l'occurrence, le tien. Voilà, le mien, bon, c'était très compliqué de continuer d'avancer, du moins à une vitesse normale, je vais dire, sans fond. Maintenant, et ça, n'importe quel entrepreneur, je pense, le conseillera, tant qu'on peut avancer sans lever des fonds, autant le faire, parce qu'on gagne en indépendance, surtout en indépendance d'ailleurs. Quand on s'engage avec quelqu'un, avec un associé, que ce soit un fonds ou un business angel ou autre, il est dans la
cap table, donc il est dedans et il est dedans pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il décide lui de partir. Donc il est avec toi jusqu'au bout. Et donc il peut potentiellement rentrer dans le processus opérationnel, voire stratégique, et donc on n'est plus maître de ces décisions à 100%. De nouveau, j'invente rien. Donc tant qu'on peut continuer sans lever de fonds, il faut le faire. Maintenant, moi j'étais dans un projet où les revenus mettent beaucoup de temps à arriver et avant que ça commence à justement générer des revenus et être intéressant, il faut avancer et avancer vite. Et donc, j'ai eu l'occasion de lever des fonds plusieurs fois, lever des fonds, avoir un ticket en préconverti de 25 000 euros d'abord, 75 000 euros après, et on se relance dans une levée de fonds tout bientôt. Mais c'est parce qu'on en a besoin. La raison d'être d'une levée de fonds, c'est parce qu'on en a besoin pour avancer plus vite que si on n'en avait pas. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui est un peu plus personnelle, au niveau du salaire, etc., c'est vrai que tout le monde se pose la question, je pense, tous les jeunes diplômés se posent la question de se dire, voilà, je suis diplômé d'une école de commerce en plus, je peux potentiellement trouver facilement du travail, qu'est-ce que je fais en fait? En plus, on voit, il ne faut pas négliger ça, l'aspect social, des amis qui commencent à avoir leur premier job, leur premier salaire qui tombe, tout bête, c'est très matériel, mais leur première voiture, leur premier appart, comme tu disais, et nous non. Moi j'ai lancé l'entreprise il y a 1 an et demi, je me suis payé après 6 mois 500 euros par mois, donc vraiment très peu, et maintenant un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et en fait, on se pose vraiment la question à un moment donné, et en fait, c'est juste l'amour de son projet, et surtout le fait qu'on y croit à fond, qu'on continue. Mais c'est clair qu'on se pose la question, et c'est clair que même l'aspect social au niveau de l'entourage, des parents, on se dit, qui te disent, comme Laura a dit, ah mais oui, combien tu gagnes, est-ce que tu as déjà eu des contrats avec justement des annonceurs, tu as combien d'inscrits et combien ils payent, alors que toi tu sais que la vision à long terme, c'est pas ça le plus important, c'est pas les métriques que tu as envie. Moi je suis plus focus sur le nombre d'écoutes que je fais par mois, le nombre d'inscrits qui écoutent vraiment, plutôt que j'ai fait autant de chiffre d'affaires, quoi. Même si à un moment donné ça revient sur la table, ça reste important. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pas trop parlé. Et j'ai aussi, justement, je voulais juste le dire, la chance d'avoir un environnement, des parents, une fiancée qui me soutient à 100%, qui m'a dit, écoute, pas de souci, parce que justement, elle travaille, a un salaire, on veut s'installer. Bon, voilà, c'est un peu ma vie privée, mais, voilà. Et ça joue énormément. Et moi, j'ai la chance d'avoir un environnement où, justement, ils me soutiennent. Et je sais que ça aurait été différent si, justement, on a des parents qui nous disent, qu'est-ce que tu fais? C'est sérieux ce que tu es en train de faire. C'est là qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens, je pense, sur le fait de travailler et d'être entrepreneur. Je suis d'accord avec toi, Laura, c'est difficile à appréhender au départ. C'est beaucoup de travail et c'est un petit peu la discussion qu'on avait hier avec Max, un autre entrepreneur, qui expliquait, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai mon mémoire, j'ai ci. Et finalement, c'est accepter que pendant une petite période, c'est relativement court, ça va être 6 mois, 1 an, ça va être un peu le bazar, on va tout faire plus ou moins en même temps, on va être un peu à l'arrache un peu sur tout, et finalement, on va trouver un moyen de s'organiser. Les choses s'éclaircissent réellement, et avoir un travail et travailler en même temps sur son projet entrepreneurial, ça ne devient plus une contrainte, ça devient presque évident. Finalement. Aujourd'hui, j'ai même l'impression que si je n'avais pas ce projet entrepreneurial, mes journées de travail, mes journées globales, elles seraient moins remplies. Elles seraient vides. C'est ça, presque. Et finalement, ce serait presque pas mieux. Et c'est vrai que je recherche cette organisation, cette structure depuis très longtemps, mais quand on la trouve, finalement, ça paraît tellement évident que c'est vraiment pas une si grosse difficulté. Donc, même si on n'a pas un environnement favorable au départ, par exemple, si on est seul, ça peut être très difficile d'entreprendre ça. En tout cas, ça peut faire très peur. C'est pas si difficile que ça, je crois vraiment. Adrien, tu t'inscris dans ce qui est. Oui, tout à fait. Nous, la pression financière, elle est arrivée à plus ou moins 1 an et demi après le projet. Alors, il y avait 2 choses. Il y avait d'une part exactement ce que Laura et Antoine disaient avec la pression extérieure, qui est de voir les amis, etc., qui commencent à avoir un salaire, tous les parents, les cousins, etc., qui demandent combien tu gagnes au début, comme Laura disait. Et du coup, il y a une deuxième chose aussi, c'était après 1 an et demi, on est arrivé à la fin de nos économies. Donc on se dit, voilà, les gars, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose, parce que sinon, on ne peut juste pas continuer le projet. Et c'est pour ça qu'on avait commencé au début à se dire, bon, on va passer par des investisseurs. À l'époque, on pensait encore que ça allait vite comme procédé. Non, ça c'est un on peut dire, nous, on croyait en tout cas. Et ensuite, du coup, Covid est arrivé, etc., on a perdu des investisseurs. Et là, on a été forcé, en fait, si on voulait continuer le projet, de trouver une autre solution. Et c'est ça qui a été, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, un échec et une réussite. Et donc, on a tous les cofondateurs, trouvé un moyen de se rémunérer sur le côté, que ce soit par un mi-temps, donner des cours. Il y en a même un chez nous qui fait de l'achat-revente sur eBay.
légalement. On sait pas ce que c'est exactement, mais ça fonctionne. Et on a même agrandi l'équipe de 6 personnes et on a trouvé des situations en fait du win-win en fait par rapport aux personnes qui travaillent pour nous. Et donc voilà, maintenant on n'a plus trop de pression financière, même si évidemment quand on va lancer, on va devoir lever les fonds d'une manière ou d'une autre. Bien, bien. Merci pour ces partages. Alors, vous avez intégré le Start Lab Bichec il y a plusieurs mois. Au Start Lab Bichec, il y a de la formation continue, il y a du coaching, il y a de l'expertise, il y a un coworking, la mise en réseau, en gros, ce qu'offrent toutes les structures d'accompagnement d'entrepreneurs. Alors, c'est une double question. C'est d'abord, à quoi est-ce que vous attendiez avant d'y rentrer? Et rétrospectivement, qu'est-ce qui vous a le plus apporté? Ça peut être court, hein, on n'a pas besoin d'élaborer pendant des... Pour le coup, moi, j'avais déjà eu une expérience d'incubateur auparavant. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur où on a ce processus de création d'entreprise. Et certains amis, eux, avaient été jusqu'au bout du processus, jusqu'à l'incubation dans un incubateur. Et ça me paraissait tellement colossal d'entrer dans un incubateur de start-up. Pour moi, c'était vraiment un très, très, très grand pas. Et finalement, je crois que j'attendais quelque chose extrêmement structuré, très, très sélectif, très difficile, qui demandait énormément qui imposait énormément de choses. Là où finalement, j'ai été très agréablement surpris de voir l'adaptabilité finalement du Start Lab vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de nos possibilités aussi, vis-à-vis des différents cours, de ce qui est intéressant à donner, ce qui ne l'est pas, etc. Et la première chose qui m'a frappé, c'est notamment les intervenants, à quel point est-ce qu'ils étaient en fait en dehors des théories, mais très sur le pratique, sur leur propre expérience et qui partageaient des choses qui avaient une valeur différente que celle des cours. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai été surpris. Je m'attendais à quelque chose de très théorique, très imposé, comme l'école, finalement, là où, finalement, non, c'est un lieu de vie et d'apprentissage concret. Merci pour ce retour. Tu pourras le reprendre. Oui, je le reprendrai à une extenso pour faire un bon testimonial. Antoine? Moi, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose aux incubateurs avant d'en intégrer un. Mais je dirais qu'il y a un truc que je dis souvent, c'est que j'ai jamais écrit de bouquin, mais il paraît qu'il y a le syndrome de la page blanche. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé ici au Start Lab. Je me suis dit, voilà, ce jour-là, je ne sais plus quelle date c'était, je me lance, je crée mon entreprise. J'étais tellement loin de savoir ce que c'était. Bref, et j'avais ce syndrome de par où je commence. Et du coup, que ce soit la formation, enfin les formations, les coachings avec Marine qui est ici, et surtout le coworking et être en contact avec d'autres entrepreneurs, c'est ça qui a débloqué le truc qui fait qu'on met les pieds dans le plat, on ne sait pas trop où, mais on commence et on utilise les premiers outils, on se lance, on structure son idée, et puis chaque petite case, imagée ou pas, du lien Canva par exemple, et on la prend et on essaie de résoudre tous les problèmes de cette case, puis on passe à la case d'après. Et en fait, ça permet justement de structurer sa pensée. Moi, c'est ça que ça m'a permis vraiment au début, structurer sa pensée et se lancer. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est évidemment les formations, mais je pense que ce qui est resté le socle commun de ce qui m'a aidé au Start Lab, c'était vraiment ce coworking et cet endroit, cet écosystème qui permet d'avoir cette pensée positive et de pouvoir s'aider entre nous, même si parfois, justement, il faut un peu sortir de cette bulle parce qu'on parle trop et on n'avance pas assez. Mais sinon, c'est ça que j'ai pour le Start Lab. Adrien? Ouais. Donc là, je rejoins vraiment Antoine sur la réponse. Enfin, d'abord, mes attentes, je pense, c'était plus par rapport au réseau et au workshop. Je me dis, on peut toujours apprendre par rapport à des nouveaux outils, aux nouveaux conseils. Et au final, ce qui m'a le plus aidé, c'était vraiment aussi de pouvoir échanger, que ce soit avec les coachs ou les autres entrepreneurs. C'est vraiment là qu'on se rend compte en fait, qu'on partage tous des problèmes similaires. Et donc, il y en a qui ont déjà répondu à ces problèmes, qui peuvent nous aider. Et on a vraiment tous ensemble à créer une synergie en fait, par rapport à certains problèmes. C'est ça que je trouve le plus utile et c'est ça que je vais retenir. Et du coup, on termine par toi, Laura. Moi, c'était vraiment le côté pratique. C'était bien beau de vouloir faire de l'entrepreneuriat, etc. Mais OK, quelles étaient les étapes et surtout de la crédibilité. Et c'est vrai, si mes parents me voient, ils le savent, une fois que j'ai intégré le Start Lab, c'était un soulagement pour moi aussi de se dire OK, je suis accompagnée durant mes études. Si je fais des faux pas, il n'y a pas de souci, il y a un entourage qui est là pour un peu
être mon parachute de sûreté et atterrir plus en douceur et pouvoir mieux repartir. Mais ça a aussi été, du coup, durant toute cette incubation, à un endroit où j'ai eu beaucoup de boost, où on m'a beaucoup remué, on m'a poussé de ma zone de confort fois 1000 et que tout seul, c'est difficile de le faire, même si on a beau le prôner. Parce que, pour la petite histoire, c'était moi qui disais je vais faire sortir les gens de leur zone de confort et c'est moi qui restais en plein dedans. Et donc, du coup, le startup a été vraiment très efficace à ce niveau-là. Et aujourd'hui, oui, parfois faire le premier pas pour des nouvelles décisions, des nouvelles étapes, ça fait peur, mais je me suis créé un entourage qui permet de pouvoir mieux affronter tout ça. C'est vrai que l'incubateur, ça concrétise quelque chose. Parce que finalement, moi, je pense que je serais resté porteur d'idées, en fait, finalement. Le fait d'entrer dans une structure organisée, et ben, en fait, il faut y aller, quoi. Ça y est, on est monté l'escalier du toboggan et puis il n'y a plus moyen de redescendre. Donc, c'est vrai que concrètement, c'est extrêmement utile de rejoindre un incubateur juste pour le petit pas à faire en plus, quoi. On va rester là-dessus. Alors, je me tourne vers Aurélie pour savoir s'il y a des questions. Alors là, tout de suite, non, parce qu'on n'a pas encore prévenu que ce serait le moment des questions. Eh bien, alors, je préviens que c'est le moment des questions. Du coup, si des personnes ont des questions à poser, qu'elles lèvent la main, qu'elles activent leur caméra et on leur donnera la parole. C'est une discussion tous ensemble, donc il ne faut pas être timide. Et les personnes sur Facebook aussi peuvent en poser, et alors on les lira à haute voix. Mais pour l'instant, en tout cas… N'hésitez pas à nous dire combien vous gagnez en tant qu'entrepreneur. Ou en tant que salarié. Donc voilà, dans l'audience, est-ce qu'il y a des questions pour nos porteurs de projets? Ou bien vous pouvez les écrire aussi, et on les lira à haute voix. Bon, s'il n'y en a pas, moi j'en ai encore une pour vous. C'est que j'aimerais savoir ce qui vous a rendu le plus fier pendant ce parcours. Si vous devez sortir votre pépite dans votre parcours entrepreneurial, au niveau perso, pas au niveau de l'aboutissement du projet, qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a rendu le plus fier? Moi, je veux bien me lancer. Donc, je l'ai déjà dit, mais vu qu'il y a eu le Covid, c'est vraiment cette résilience, le fait d'avoir rebondi. Mais surtout, pour la petite histoire, j'étais associée à quelqu'un. Et c'est vrai que dans cette période un peu compliquée, l'association s'est terminée. Très bien, mais elle s'est terminée. Et c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule dans le projet en me disant « Oui, mais so what? Je fais quoi maintenant? Je suis toute seule, est-ce que je vais y arriver ?» Et en fait, je suis fière aujourd'hui de me dire ça va peut-être faire 9 mois. J'ai l'impression de compter après une rupture, mais 9 mois, c'est fini. Je suis toujours là, j'ai bien évolué, j'ai mes premiers clients. Et en fait, je suis fière d'avoir accompli tout ça et d'avoir découvert des parties et des facettes de moi que je ne pensais pas avoir forcément. Chouette. Quelqu'un d'autre veut partager une fierté? J'ai une fierté, c'est un jour, je suis venu pour une prospection, voir le dirigeant d'une association. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je lui demande évidemment, alors c'était informel, mais moi, je savais exactement où je voulais aller. Mon objectif, c'était de faire en sorte qu'on devienne bons amis et puis que finalement, je puisse lui exprimer que j'avais envie de l'aider sur certains sujets. Et puis, tout le long de la discussion, cette personne, elle me donne exactement tous les arguments que moi, j'étais prêt à lui dire. C'est-à-dire, elle me dit « on a un problème là-dessus, et puis ça ne va pas. Et puis, on aimerait bien que ça soit plutôt sous cette forme s'il devait y avoir une réponse à donner, etc. » Et c'est exactement toutes les choses que nous, on pensait proposer, sur lesquelles on avait beaucoup travaillé suite à des analyses de marché, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « on va dans la bonne direction. » Il y a quelque chose où on va vraiment aider les associations de la bonne manière. Et voilà, pardon, ça m'a remis un coup de boost énorme de me dire « mais il y a un vrai besoin là-dessus, quoi. C'est génial. » Antoine, une fierté? Moi, c'est à peu près comme Laura au niveau de la résilience. Même à me dire, il n'y a pas longtemps, comment ça se fait que j'en suis encore là, avec toutes les claques métaphoriques que je me suis pris dans la tête. Comment ça se fait vraiment que je suis encore là? Et en fait, je me suis dit, parce que je suis du style, pas à lâcher les bras rapidement, mais quand c'est plus à l'intérieur de moi, je lâche l'affaire. Et c'est en fait ça, oui. C'est en fait ça où je me suis dit, c'est dans mon cœur et c'est pour ça que je vais jusqu'au bout. C'est de me dire,
si je suis encore là, c'est parce que voilà, c'est en moi et je veux continuer jusqu'au bout et pas être borné. Si je dois m'arrêter, je m'arrêterai, mais je veux dire aller au moins tenter tout ce qu'il y a à tenter avant de lâcher l'affaire. Et je pense que c'est ça, ouais, la résilience. La résilience, c'est Découvrir tes capacités de résilience. exactement une compétence que j'ignorais. Ça va. Adrien. Et moi, je pense que Maxime pourra voir aussi, mais avec les cofondateurs, en fait, qui rejoint aussi ce qu'Anton dit, on se prend des claques tout le temps. Et au final, on a vraiment créé un lien fort et on est beaucoup plus proches maintenant que comme on était au début du projet. Et aussi la fierté d'avoir agrandi l'équipe, malgré que la situation soit pas forcément favorable. C'est vraiment ce dont on est fier. Et maintenant, on a vraiment une équipe, on est super motivé, on est ambitieux et on croit vraiment au projet. On sait que ça va fonctionner, quoi. Donc, Capacité à resserrer les liens entre C'est ça, associés, quoi. Ouais. Du coup, question, pas question? Si pas Alors. question, on change de panel. Hein. Oui, alors dans le chat, ça se fait discret. Il y a eu un applaudissement et il y a surtout Daniel Binamé qui a dit à Laura que 9 mois, c'est une belle période de gestation tout de même. Donc, alors, on a une question sur Facebook de Stéphanie qui demande quelles sont les prochaines étapes de vos projets. Wow. Ou la prochaine. La prochaine étape de votre projet. Alors, en 2 mots. Alors, en 2 mots, nous, on lance la bêta-test de notre plateforme de mise en relation entre volontaires et associations au 1er juin. Normalement, je lance la date officielle ici. Voilà. C'est fait. C'est plein de choses officielles, 2 rentrées au CERSLAB Voilà, donc, et un bêta-test. C'est ça. Donc, inscrivez-vous si vous voulez y participer. Et c'est ça la grosse prochaine étape pour nous. Très stressante, mais super excitant. Antoine? Moi, c'est pour faire très court, levée de fonds, lancement d'un tout nouveau concept et internationalisation. C'est en très court. Adrien? et nous, c'est un crowdfunding qui était reporté de quelques mois, qui sera sûrement au printemps l'année prochaine, mais on va quand même lancer cet été. Mais un petit lancement pour tester le marché. Et du coup, moi, c'est le retour en présentiel qui, je l'espère, sera bon pour septembre. Ok. Bon, merci beaucoup pour vos échanges et vos partages. On va passer au panel 2, donc je vous propose de remettre votre masque. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Merci. Et on va laisser la place au suivant. Il nous manque une entrepreneur. Il va sûrement pas tarder. Encore le petit switch entre les deux panels. Je vais appeler Claire. Claire? Les aléas du direct. Vous êtes prêts? Enthousiasme quand même. Hein. Moi, je suis prête, je suis ravie de vous avoir en présentiel. Et d'accueillir Claire donc. Alors d'abord, bonjour, bonsoir à toutes et enfin à toutes et tous. Comme je l'ai dit, je suis ravie de vous voir là face à nous parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été rassemblés. J'espère que l'audience aussi est contente de nous retrouver. Alors, avant qu'on commence, je vais rapidement présenter vos entreprises et complétez-moi si je dis des choses. Donc, toi, Claire, tu es la fondatrice de Kyo Cosmétiques. J'ai regardé mon masque, personne ne me l'a dit. C'est mieux comme ça. C'est devenu une habitude. Hein. Ouais. Mais là, pour le coup, on va s'en passer. Donc, toi, tu es la fondatrice de Kyo Cosmétiques, qui est donc une marque de cosmétiques pour peau mate et foncée et de produits pour les cheveux afro. C'est bien ça? C'est juste pour la peau. C'est juste pour la peau pour le moment. Okay. Je me suis un petit peu emballée, c'est l'enthousiasme. Charles, toi, tu es donc le cofondateur de Arsène, avec Nicolas qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on pensera fort à lui.
j'espère le remplacer de manière correcte. Oh, tu feras ça dignement, je n'en doute pas. Et du coup, Arsène, c'est donc une entreprise qui fait des box apéritives depuis petit déjeuner. Tout à fait. Et qui met en avant donc les artisans belges. C'est très bien. Parfait. Arnaud. Courage. Tu as créé Micoti, Ouais. qui est donc une marque de thé et infusion. Ouais. Et de bougies parfumées. C'est ça. Au thé. C'est ça. Sans faute pour l'instant. Sans faute. Et ensuite, Daniel, Oui. tu es l'un des Bonsoir. 5 membres de My Sésame, qui est donc une cantine connectée qui se place dans les bureaux d'entreprise. C'est ça, dans Et les qui- bureaux, dans les hôpitaux, partout où les gens ont besoin de bien manger, on place nos cantines connectées. c'est ça. Super, alors merci pour ceci. On va commencer sans plus attendre avec la première question, qui est donc, qu'est-ce qui est, en un mot, c'est ça quand même la... Ah oui, qu'est-ce qui était à l'origine de votre envie d'entreprendre? L'aventure. Bien joué. La liberté. Et l'apéritif. Important ça. Moi, je dirais les mini-entreprises. Les mini-entreprises, eh ben, on les salue. Alors, super. Maintenant que vous nous avez un petit peu expliqué d'où est-ce que ça vient en un mot, on va aller un peu plus en profondeur. Et avant tout, je voudrais qu'on parle de qu'est-ce qui fait qu'on se sent entrepreneur, surtout quand on est si jeune, en fait. Quand est-ce qu'on se sent enfin légitime, que ce soit par rapport à son entourage, par rapport à soi-même. Donc voilà, si vous avez eu ce sentiment de ne pas tout à fait être légitime, et comment est-ce que vous avez fait pour surpasser ce frein? Vas-y, Charles. Moi, je trouve que c'est une question super intéressante parce que c'est vrai qu'au début, le premier panel, on a un peu parlé, on a tous plein d'idées, on souhaite développer ces idées, ça devient de plus en plus concret. Mais il y a un moment où on doit confronter ça avec le marché. Et quand on confronte ça avec le marché, dans notre cas, on travaille en B2B, donc c'est directement avec des personnes dans des entreprises, on les imagine avec leur costard, sérieuses, elles travaillent là depuis 20 ans et on se demande voilà, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, pourquoi on est là, on est qui. Donc, il y a vraiment cette question de légitimité et je pense que ça vient avec le temps. Il y a des fois où on n'a pas confiance en soi et donc forcément, ça va moins bien aller. Et puis, il va y avoir des succès et au fur et à mesure des succès, on se rend compte que les hommes et les femmes en face de nous sont des hommes et des femmes comme nous et que donc, on peut parler d'égal à égal, même si c'est des fournisseurs clients. Et je pense que ça vient vraiment avec le temps. La confrontation. Oui, la confrontation, tout à fait. Après, dans votre vidéo, vous avez dit, vous avez fait 150 rencontres avant de lancer Arsène. Et par exemple, les premières rencontres avec des producteurs, c'était vraiment une première idée, donc on ne savait même pas trop comment se présenter. Là, on se sent un peu idiot. Et puis, au fur et à mesure, on a déjà travaillé avec d'autres producteurs. Maintenant, quand on rencontre des producteurs, forcément, on a plus de légitimité, on se sent plus en confiance et on sait plus comment aborder les gens qu'il y a maintenant quasiment 2 ans. Merci pour ça. Et toi, Arnaud, parce que c'est aussi un marché pas facile, le marché du thé, c'est exigeant. Il y a de Oui, au départ, on a juste une idée, on a juste un produit et on est juste passionné pour le produit. Après, comme tu as dit, je suis loin d'être le seul sur le marché. Je suis loin d'avoir un produit qui est ultra différencié par rapport à mes concurrents. Et donc, c'est vrai que c'est difficile d'aborder d'autres acteurs en B2B ou alors d'avoir une proposition qui est vraiment différente. Et là où on devient légitime, je veux dire, c'est en faisant des erreurs. Parce que moi, les premiers clients, mes premiers clients en B2B, j'ai fait un paquet d'erreurs avec eux, mais je me suis ridiculisé plus d'une fois et au final, c'est juste accepter ces erreurs et essayer d'en faire le moins possible, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on devient, je veux dire, qu'on se sent devenir entrepreneur. C'est dire, OK, j'ai eu un échec. Comment faire pour quand même garder ce client malgré le fait que j'ai fait des erreurs? C'est comme ça que tu apprends. Et voilà, que tu développes, on va dire, tes skills d'entrepreneur. Claire, le syndrome de l'imposteur, on dit que c'est quelque chose de très féminin. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Je pense que, oui, d'une certaine manière, j'ai sans doute je l'ai déjà ressenti. C'est aussi beaucoup par rapport au fait que, voilà, on se lance dans un marché. Moi, le mien, c'est la cosmétique. C'est quand même un domaine qui est énorme.
Et voilà, et moi, dans mon projet, je suis toute seule et je suis encore aux études. Et donc, effectivement, il y a un moment où on se sent un peu tout petit par rapport à ce dans quoi on se lance et là où on va. Mais ça fait un moment en fait que je porte ce projet et du coup, je pense qu'au fur et à mesure du temps, déjà le fait que ce soit dans la cosmétique, donc c'est un domaine qui est assez technique, entre guillemets, et je pense que le fait que j'ai pu apporter donc, à mes clients une certaine expertise là-dedans, ça les a aussi mis en confiance. Et évidemment aussi au fur et à mesure du projet, que le projet se développe, je pense qu'on prend aussi confiance en soi en tant qu'entrepreneur, mais confiance dans le projet aussi, et qu'on arrive à mieux amener en fait cette légitimité simplement parce qu'elle est amplifiée. Donc ouais, globalement c'est ça. Et du coup, on termine par toi, Daniel. Je vais rejoindre ce qu'a dit Charles, c'est qu'au début, je pense que ça va toujours être dur de se sentir légitime, à moins qu'on ait peut-être déjà fait un projet entrepreneurial et qu'on ait déjà fait exactement cette étape, ces étapes-ci avec un autre projet, parce que au début, on a toujours un petit peu peur, on a pensé longtemps à une idée, et puis tout d'un coup, on l'a dit à quelqu'un qui n'est pas juste quelqu'un de l'environnement, donc ça a un certain impact quand on parle à ces personnes-là. Mais à partir d'un certain moment, et donc c'est pour ça que je vais vraiment rejoindre Charles, on se rend compte qu'on parle avec des personnes. Tout le monde, c'est des personnes, donc on se dit, waouh, c'est une grande entreprise, mais à la fin, c'est une personne dans une grande entreprise, c'est une femme ou un homme de 45 ans ou de 25 ans qui a aussi des ambitions, qui rentre à la maison. Donc, on peut toujours parler, cette peur de parler à quelqu'un, elle part un petit peu avec ce temps qu'on se rend compte, bon, à la fin, il n'y a pas grand-chose que je peux faire vraiment très, très mal. C'est ça, quoi. Donc, je pense que seul le temps peut amener cette légitimité. Du coup, je voudrais juste voir, tu parles du temps, mais est-ce que tu vas être en équipe aussi? Enfin, je me tourne vers toi aussi, d'être en binôme, Nicolas et toi ou... Ouais, je pense que, en tout cas dans mon cas, après, je peux difficilement comparer la situation, mais c'est vrai que le fait d'être en équipe, ça te permet de se motiver. Je ne sais pas si c'est universel ou pas, mais quand on va à deux voir un client, forcément, on a plus confiance que si tu t'arrives tout seul avec ta petite mallette et tes idées. Le fait d'être à deux donne de la confiance. Et je vais aussi rebondir sur ce que Claire a dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait que les premiers clients donnent beaucoup de confiance. Et au départ, on a prospecté, on a eu un potentiel client assez important. Et ils ont commencé à discuter un peu le prix parce qu'on était un peu hors budget. Et là, moi, je me posais plein de questions. J'étais là, est-ce qu'on va toujours avoir la question? Est-ce que c'est vrai? On apporte vraiment une plus-value? Est-ce que c'est pas trop cher? Et finalement, ce client-là, c'est pas passé, mais il y a d'autres clients qui étaient très contents, qui ont contracté chez nous et qui étaient très contents ensuite, qui ont recommandé. Et donc ça donne aussi beaucoup plus de confiance et de légitimité. Si maintenant un prospect me dit, voilà, c'est un peu cher, je sais que pour plein d'autres clients, c'est pas trop cher et que notre solution est au bon prix. Donc ça donne aussi confiance d'avoir des retours positifs des clients. Si je peux juste rebondir là-dessus, je pense que dans notre cas, nous tous, on est tous sur des produits consommables. Et du coup, le fait d'avoir des clients justement qui reviennent, ça montre qu'on est dans le bon aussi. Et que là, il y a quelque chose à développer et qu'on est sur la bonne route et qu'il faut continuer à aller sur cette voie-là. Bien, déjà, merci pour tout ceci. Alors, à un moment, tu as parlé de plus-value que tu apportais, toi-même, tu as parlé d'expertise. Du coup, vous voulez répondre à des problèmes, vous voulez répondre à des besoins. Et une chose qu'on observe de plus en plus, c'est que la plupart des besoins auxquels les jeunes entrepreneurs répondent sont des besoins aussi qui rejoignent un impact, qui veulent avoir un impact sociétal sur le monde. Et c'est une couleur aussi qu'on veut revendiquer de plus en plus au Cercle Abichek, c'est le fait d'entreprendre, mais pas de manière complètement vide, en fait. Toute cette réflexion-là dans votre création d'entreprise, dans la manière dont vous la gérez, comment est-ce que vous l'abordez? Où est-ce que ça se situe, cet impact sociétal positif? Dans notre projet, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir d'une certaine taille qu'on pourrait atteindre cet impact sociétal. Donc, on se rend compte que directement, les gens demandent « est-ce que vous ne pouvez pas remplacer le plastique? Est-ce que vous ne pouvez pas faire ci ou ça ?» Et on essaie clairement de le faire. Nous, on s'est rendu compte que si on aborde ça trop tôt, avant même que l'entreprise marche, entre guillemets, ça ne sert à rien parce que c'est un peu comme les billionnaires ou milliardaires qui deviennent philanthropes.
c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose avec 1 milliard de dollars qu'avec 1 million de dollars. Donc, au moins de notre côté, on s'est dit qu'on ne veut jamais pas regarder sur cet aspect. Donc, c'est important que si les clients ont quelque chose à dire, on va y réagir. Mais clairement, pour nous, c'est plus important de s'imposer dans le marché et après penser à ça. Donc, c'est plus une stratégie long terme et qu'on essaie aussi d'expliquer aux clients. Est-ce que d'autres d'entre vous font la démarche inverse, plutôt de commencer en ayant ça en tête et puis de construire tout autour, ou alors à l'inverse, enfin, comme Daniel, vous l'avez en ligne de mire, mais… Oui, nous, on n'est pas… je pense que c'est aussi une question de business et d'entreprise, mais nous, on est vraiment parti plus ou moins de l'opposé parce que on est vraiment parti de la problématique que l'on ne connaissait pas les producteurs des produits apéritifs que l'on consommait, donc on a été les rencontrer et puis on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une possibilité. Donc le fait de faire la promotion de ces petits producteurs artisanaux belges, c'était vraiment le point de départ de notre projet puis entreprise. Mais je vais rebondir même sur ce que le panel d'avant a dit, parce que je trouvais ça très important. C'est vrai que nous, on a cette base qui est d'avoir un impact sociétal positif. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que tous les projets, au final, peuvent avoir d'une manière ou d'une autre un impact sociétal positif et qu'il y a aussi le message qui peut être un peu brouillé parce que toutes les marques aujourd'hui se disent voilà, on a un impact sociétal positif, neutre en carbone, blablabla, et que donc c'est un peu dilué. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est bien de savoir pourquoi on le fait. Et qu'il faut avancer dans cette direction-là sans nécessairement pouvoir tout le temps brandir l'impact sociétal positif. Mais juste pour revenir sur ce que tu viens de dire et que je voudrais répondre à Daniel, tu disais qu'il y a plein de moyens d'avoir un impact social positif, c'est pas que supprimer le plastique en fait. Le fait d'injecter… C'est ça, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Donc clairement, nous aussi, notre motivation, c'était toujours de révolutionner la façon dans laquelle les gens mangent au travail. C'est un petit peu comme Antoine l'avait fait avant. L'éducation, c'est clairement important pour nous. La bonne nutrition, ça rentre aussi dans l'UNESCO, trouver des partenaires locaux, bio, créer des circuits courts. Clairement, c'est ça, mais c'est pas au devant de la scène qu'on travaille. Au devant de la scène, c'est plutôt, OK, comment est-ce qu'on peut grandir avec cette vision qui est déjà très clairement, qui est déjà très ancrée sur les valeurs, mais vraiment là où on va vraiment commencer à pouvoir travailler sur les valeurs, où ça fait aussi plus de sens parce que ça a plus d'impact, c'est plus dans le futur qu'on le voit. Donc, c'est clairement quelque chose auquel on pense, mais c'est pas quelque chose auquel on pense tous les jours. Donc, si on voit, OK, quelqu'un dit, on ne fait pas ça encore parfaitement, on sait qu'on va le régler, mais pas tout de suite. On ouvre ces perspectives, en fait. Oui, c'est ça, il faut juste, ouais, c'est ça. OK. Arnaud? En ce qui me concerne, moi, j'ai entrepris, pas d'abord pour moi. Ça peut sembler bizarre, mais moi, j'ai d'abord entrepris pour moi, parce que je voulais avoir cette liberté, etc. Mais ce qui me motive au jour le jour, je vais dire, c'est non seulement d'avoir ma liberté aussi, mais d'offrir des produits vraiment de qualité à mes clients et de chaque fois voir, en fait, quand je leur fournis un produit, quand je leur fournis un service, de voir qu'ils sont vraiment contents du produit et du service et qu'ils reviennent. Ça, c'est ça qui me motive. Et oui, après, je dirais l'impact positif, sociétal, tout ça, j'y pense. C'est pour ça que j'ai fait dès le départ le choix, par exemple, de partir sur des produits uniquement bio ou des packaging éco-responsables. Donc, j'ai essayé d'avoir un impact directement dessus. Après, comme l'a dit Daniel, c'est un impact qui est relativement faible, on va dire. Parce que pour l'instant, pour moi, je préfère mettre l'accent sur l'expérience client, la satisfaction client, parce que c'est ce qui permettra, à plus long terme, je ne sais pas moi, de financer une forêt ou de faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux que de simplement, voilà, déjà maintenant, dire je vais essayer de grappiller où je peux grappiller, alors que déjà maintenant, il faut économiser, je veux dire, pour fournir un service de qualité aux clients. Finalement, pour l'instant, c'est là où je mets l'impact sociétal positif, c'est dans la satisfaction de mon client en premier lieu. Très bien, merci. Et donc toi, Claire, en ce qui concerne l'impact sociétal? Je dirais qu'à la base du projet, je n'avais pas vraiment un impact sociétal en particulier. Il y a des choses aussi qui, pour moi, se sont faites naturellement. Le fait de proposer des produits cosmétiques naturels, pour moi, ça a été évident. Des produits cosmétiques biologiques aussi. Le fait d'avoir des packaging plutôt en verre qu'en plastique.
Et je pense que c'était beaucoup lié à mes valeurs personnelles qui, du coup, se sont transcrites dans le projet. Après, par la suite, il y a évidemment des aspects qui me sont apparus, entre guillemets, parce que j'ai, justement, tout au long de l'évolution du projet, mais notamment, donc moi, je cible donc, du coup, les peaux mat, métissées, foncées, et au fur et à mesure que j'avais des échanges avec des clients, des personnes intéressées, je me suis rendu compte que pour eux, c'était important déjà d'avoir des peaux qui leur correspondaient, mais aussi de se sentir considéré et représenté par une marque de beauté. Et c'est quelque chose que je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte, mais quand la plupart des marques de beauté véhiculent un canon de beauté, je dirais, quand on ne correspond pas à celui-là, c'est assez difficile de se retrouver. Et c'est des choses qu'on intériorise, et notamment dans la communauté africaine, il y a le problème donc, du blanchissement de la peau qui est apparu et qui, dans certains pays d'Afrique, est carrément un problème de santé publique. Et dans cette manière-là, en fait, mais c'est vraiment au fur et à mesure des échanges avec les parties prenantes du projet, les clients, etc., que je me suis rendu compte que ça apportait aussi ce côté-là, en fait, à ma cible. Très bien. Beaucoup d'infos. Et on va avancer dans la discussion. Le point que je voudrais aborder maintenant, c'est on a parlé rapidement lorsqu'on a parlé de la légitimité, c'est le fait de travailler en équipe. L'entrepreneuriat, c'est un long chemin, c'est un long parcours. Parfois, il y a des surprises, parfois, vaut mieux être à deux. Et puis, certains font le choix d'être seuls. C'est ton cas, Arnaud. Pour l'instant, tu es tout seul dans le projet du quotidien. Ouais, c'est ça. C'est ton cas aussi, Claire. Tu pilotes seul au volant. Pourquoi ce choix? Comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que en fait, vous projetez d'autres choses? Enfin, comment est-ce que vous vivez votre aventure solo jusqu'ici? Tu veux commencer? Ok. Moi, j'ai commencé tout seul parce que trouver le bon partenaire, c'est quelque chose qui, pour moi, prend vraiment beaucoup de temps. Et je préfère faire avancer mon projet, arriver à quelque chose qui existe vraiment, avant de me préoccuper de trouver la bonne personne. Pour moi, trouver un partenaire, c'est comme trouver un copain ou une copine. Et pour moi, c'est quelque chose qui a énormément d'importance. Et du coup, je ne vais pas faire un salon pour trouver mon cofondateur. Parce que c'est pas ta méthode, en tout cas. C'est pas du tout ma méthode. Je marche vraiment au feeling. Après, j'adore travailler en équipe. J'adore travailler avec des graphistes, avec des créatifs, même des métiers beaucoup plus techniques, enfin des personnes beaucoup plus techniques. Parce que j'adore échanger avec les personnes-là. Mais d'en faire un cofondateur parce que j'ai un souci technique, ou parce que j'ai un souci marketing, ou parce que j'ai un souci de communication, ça, je ne le ferai pas. Parce que c'est un problème à court terme que je peux solutionner avec de l'argent. Donc, voilà, ça, c'est ma technique. Et en fait, je trouverai la personne, ça me paraîtra évident le jour où je la trouverai. Tu ne te sens pas seul sur ce… Non. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas seul alors? Mais tu sais bien, c'est Start Like Shit. Ah bon? Ouais, mais c'est vrai, comme tu le sais, pour moi, c'est super important de rejoindre des structures comme ça parce qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Donc, pour moi, je n'ai pas un manque où je vais me dire, c'est vrai que je me sens seul en tant qu'entrepreneur, etc. Parce qu'au final, on discute tous les jours de tous les projets et au final, tu n'as pas ce sentiment de solitude. Chose que tu pourrais avoir si tu n'étais pas incubé au Start Like Shit. Par exemple. Par exemple. Est-ce que tu rejoins Arnaud? Ah oui. Sur plusieurs points, je rejoins. En fait, moi, donc, quand j'ai commencé, j'ai une idée, j'ai eu le projet et j'ai envie de le développer. Et à aucun moment, je me suis dit que il faudrait que je prenne quelqu'un parce que c'était des actions que je pouvais poser seule pour le moment. Évidemment, pour moi, l'association, en fait, ça fait partie du jeu entrepreneurial et donc, du coup, je suis tout à fait ouverte à ça. Mais, comme a dit Arnaud, c'est vraiment… c'est une sorte de mariage, quoi. Et évidemment, on ne se marie pas avec n'importe qui. Et donc, oui, en l'occurrence, on ne se marie pas parce qu'on aurait besoin d'une maison ou quelque chose comme ça. Et donc, pour moi, prendre un associé parce que j'ai un besoin à combler, ça ne fait pas sens.
Dans mon cas, où du coup je suis sur la cosmétique et moi j'ai plus les compétences business, avoir un associé qui serait cosmétologue, ça a du sens parce qu'à long terme, en fait, ces compétences vont être utiles tout le temps. Mais jusqu'ici, en fait, j'ai pu porter le projet seul et le fait que je sois bien entourée aussi, je pense, ça a aidé de temps en temps à ce que quand j'avais besoin de quelqu'un, etc., je puisse avoir de l'aide facilement. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je laisse venir et si ça vient, tant mieux. Et si ça ne vient pas, voilà. Et du coup, Charles, parle de ton union avec Nicolas. Jusqu'ici, tout se passe bien. Au beau fixe. Tout va plus ou moins au beau fixe, mais c'est vrai qu'en tout cas, par rapport à nos méthodes de fonctionnement, c'est quelque chose qui est vraiment un plus d'être à deux dans le projet. Je pense que ça dépend un peu de la personnalité de chacun et aussi des matchs entre les personnalités. Mais c'est vrai que nous, c'est vraiment une bonne chose parce qu'au final, on se connaît très bien parce qu'on est amis depuis longtemps, mais on a des personnalités assez différentes. Donc, ça permet de se répartir les tâches ou de deux, de vérifier les travaux, les avancées de l'un et l'autre. Et ça permet aussi de briser d'une certaine manière la solitude. Donc, ça, c'est ce qui est quand même un plus aussi. Et j'avais déjà mentionné ça, mais le fait, par exemple, d'arriver en rencontrant un client ou même un producteur ou n'importe quelle partie prenante à deux, ça donne aussi plus de confiance. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Après, forcément, parfois, il y a des opinions qui sont différentes, mais jusqu'ici, on se respecte encore. On est toujours potes, donc tout va bien. Vous prenez toujours un apéritif. On prend toujours un apéritif ensemble. C'est le baromètre. Daniel, est-ce qu'on peut se sentir seul quand on est à 5 dans une équipe? À la fin, moi, je suis assez convaincu qu'on est toujours seul dans la vie. Non? Quand tu vas dormir, tu es seul. Et dans l'entrepreneuriat, dans la création de l'entreprise. Je pense aussi quelque part, parfois. Also, parfois, on peut se sentir un petit peu... Parce que c'est comme vous avez dit, un petit peu le mariage. On ne se rend pas compte quand justement on a peut-être... C'est une relation. C'est une relation. Et donc, si on n'a pas une très longue relation avec quelqu'un qui n'est pas juste... qui est basé sur... Quand on est potes, il n'y a pas autant d'expectatives qui se construisent. Et tout d'un coup, après 2 ans, tu te réalises, en fait, je suis lié à cette personne d'une façon plus profonde que c'est la famille, et directement après, c'est les associés, et directement après, c'est le reste. Donc, je pense qu'on peut se sentir seul, mais moi, je tire mon chapeau à tout le monde qui entreprend tout seul. Je ne pense pas que je serais là s'il n'y avait pas eu l'équipe. Et cette complémentarité, justement, pour moi, ça aide beaucoup. Après un certain temps, on a directement vu, OK, il y a une personne qui sait très bien, très vite mettre quelque chose sur papier, et puis l'autre personne qui sait après critiquer dessus et le fait et le rendre bien. Et donc, comme ça, on a l'impression d'être plus efficient. On s'est divisé en rôles aussi. On a vite compris qu'il y a un de notre équipe qui se sent très confortable dans le rôle commercial. Donc, on lui a dit, écoute, c'est un aspect hyper important de notre entreprise, concentre-toi que sur ça. Donc, clairement, ça aide beaucoup. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre soin, on a l'association, mais comment est-ce qu'on fait pour prendre soin d'une bonne relation entre associés? Alors, c'est quoi vos méthodes pour entretenir un mariage au beau fixe? S'écouter? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on n'a pas une structure formelle. De nouveau, je pense que parce qu'on était amis depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est important, une fois de temps en temps, de prendre du temps et de discuter un peu des différents points qui ont été, qui n'ont pas été, et pour pouvoir donner son ressenti. Mais après, ça, au final, j'ai l'impression que c'est dans beaucoup de relations humaines. Mais dire, voilà, ça a été, ça a vraiment bien été, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, pourquoi on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc probablement s'écouter, prendre l'apéritif ensemble. Oui, c'est ça, c'est prendre aussi des moments peut-être où on se dit justement, parce que nous aussi on se connaît depuis assez longtemps, des moments où on se dit, écoute, maintenant, on a aussi senti, lorsque l'entreprise est rentrée dans différentes phases, qu'on se parlait aussi de façon différente. Donc maintenant, si on a un meeting maintenant et on le comparait à la façon juste dans laquelle il est fait il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. Et on se sent aussi plus légitime, comme tu disais avant, c'est un mot assez important, d'un peu taper sur le doigt de quelqu'un. Quand on voit, écoute, là maintenant, ça fait 2 ans, il faut qu'on ait atteint un certain niveau. Et peut-être tout au début, on était amis, on
on ne savait pas comment allait fonctionner une relation professionnelle. Maintenant, on se sent beaucoup plus confortable et je dirais même que maintenant, on est plus devenus collègues qu'amis parce qu'on n'a plus trop le temps pour l'amitié, mais c'est bien, c'est comme ça. C'est bien de bien se connaître, ça c'est ses avantages, ça c'est des désavantages. Il faut savoir utiliser les avantages. Pardon? Faut faire le team building. Faut faire le team building à Maïté. On fera un avec toi. Alors. Je vois bien l'entrepreneur là, on n'a pas une occasion. Alors, passons à l'accompagnement. Parce que du coup, vous avez votre équipe, certains, d'autres pas. Mais ce qui vous relie ici, ce qui vous lie, ce qui fait que vous êtes là, c'est que vous êtes accompagnés. Au Start Lab Bichek, sans quand même le répéter, hein, on a 6 piliers, à savoir donc la formation collective, le coaching, des événements donc mis en relation, que ce soit virtuel comme ce soir ou en présentiel, de l'expertise, pour certains aussi un parcours stage mémoire, et un espace de coworking dans lequel justement venir travailler, se connecter, avancer. Parlons de cet accompagnement, du coup, quel est le pilier pour vous qui a vraiment été fondateur dans votre parcours, dans votre avancement, dans votre accompagnement? Je vais commencer par vous, vas-y, genre tu... pour moi, clairement, à chaque fois qu'on est ici, là déjà, quand on était juste devant en train d'attendre pour entrer ici, j'ai déjà entendu 5 ou 6 bonnes choses que après je vais demander à gauche, à droite. Et pendant le séminaire, j'ai entendu ça. Donc, tous les aspects sont super importants. C'est vraiment, je dirais que faut surtout essayer de s'encadrer. L'environnement, il est super important. C'est pas... parfois, les parents sont là, les amis sont là, mais avoir cet environnement qui est que là pour ça, où on sait s'écouter, on est directement sur la même longueur d'onde, c'est vraiment super précieux. Donc, je conseillerais à tout le monde qui a une idée de venir ici parce que justement, on peut commencer dès qu'on a juste une idée et l'envie d'entreprendre. C'est ça qui est bien au Start Lab Bichek, c'est qu'il ne faut pas venir avec un business plan et tout ça. Donc, je conseillerais fortement de venir ici et juste le tester. Le test. Ouais. Et vous trois, alors pourquoi vous recommanderiez de se faire accompagner? Surtout toi, Claire, qui a connu d'autres structures d'accompagnement aussi. Donc pourquoi, en fait, c'est important de cet encadrement? Quand j'ai intégré le Start Lab Bichek, c'est vrai que donc, le premier semestre, j'ai rencontré de nouvelles personnes, mais je pense que j'avais pas la relation que j'ai maintenant où je peux échanger même en dehors du Start Lab avec ces personnes-là. Et du coup, au début, pour moi, c'était surtout la formation, en fait, je pense, qui a mis une structure à mon projet, à mon idée, et qui, du coup, m'a permis de vraiment poser des actes concrets. Au fur et à mesure, je dirais que c'est vraiment l'environnement. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Daniel. En fait, c'est quand on est entrepreneur, c'est parfois très difficile, je pense, pour l'entourage, la famille, les amis, de comprendre ce qu'on fait, de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et du coup, d'avoir justement cet environnement où on peut échanger avec des personnes qui nous comprennent, qui savent les claques qu'on prend, ce qu'on traverse, etc. C'est rassurant et ça permet aussi d'ouvrir la parole, je pense. Donc, moi, dans l'accompagnement, c'était en tout cas un des piliers qui d'ailleurs, même en dehors des sessions, qui me faisait venir au Start Lab, mais juste voilà, pour être dans cet environnement. Et j'ajouterais juste, enfin, de l'extérieur, en tout cas, ce que je peux voir, parce que je vous suis quand même un peu depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que tu étais aussi beaucoup déployée au travers du coaching, que tu as vraiment créé une bonne relation avec ton coach. Enfin, si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais. Oui, je pense qu'au début, ce qui a été bien avec mon coach, c'était de savoir que lui avait déjà travaillé dans la cosmétique. Et du coup, que je savais qu'il y avait un tas de choses sur lesquelles je pouvais me reposer sur lui. En tout cas, je pouvais m'adresser à lui en cas de besoin. Et au fur et à mesure, on s'est très bien entendu. Et je pense que globalement, on a une vision de l'entrepreneuriat et des affaires assez globale, parce qu'il a d'office énormément d'expérience en plus que moi. Mais donc, une vision qui est assez similaire. Moi, ça m'apporte beaucoup dans le sens où je sais que si à un moment, enfin, comme j'ai dit à tantôt, le domaine de la cosmétique est énorme. Il y a des géants qui sont présents dessus, etc. Et donc, de me dire que moi, j'y rentre seule et je démarre un projet là-dedans, des fois, ça fait peur.
Et le fait d'avoir quelqu'un où je me dis que je peux m'envoyer un mail à n'importe quel moment, je peux lui demander d'avoir un coaching à n'importe quel moment, je peux lui demander de me faire un retour sur telle ou telle chose et je sais qu'il sera transparent avec moi à ce niveau-là, c'est aussi rassurant. C'est aussi rassurant parce que, au fond, même si je mets les pieds dans un environnement que je ne connais pas tellement, il y a quand même quelqu'un qui est là pour me dire quel chemin prendre, entre guillemets, et en tout cas, quel chemin éviter aussi. Charles, je me tourne vers toi parce que je me rappelle que quand vous avez candidaté avec Nicolas, vous avez réussi à vendre votre produit à un membre du jury. Tout à fait. C'est quand même un exploit. Que l'on remercie encore aujourd'hui. Mais du coup, vous êtes quand même arrivé avec un produit qui était relativement abouti pour que quand même quelqu'un paye. Du coup, pourquoi, malgré ça, vous ne lancez pas accompagner? Qu'est-ce que vous allez trouver, en fait? Mais en fait, c'est vrai qu'on avait un produit qui était relativement abouti et d'une manière générale, la base de notre projet est relativement simple. On ne construit pas des fusées. Donc, on fait des box apéro et c'est pour ça qu'on a pu arriver assez vite avec un produit fini. Mais de la même manière, je pense que si on n'avait pas intégré le Start Lab au e-chèque, on n'aurait jamais créé notre entreprise parce que ça nous a vraiment donné un encadrement, une certaine structure et puis que ce soit vraiment avec tous les aspects, que ce soit le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont plus ou moins dans les mêmes situations que nous, le coaching, les formations, et même le fait de pouvoir venir travailler ici plutôt que depuis sa coloc, ça donne toute une structure, une certaine légitimité aussi, et ça nous a poussé à aller plus loin. Donc, parce que c'est une bonne chose d'avoir un premier produit, mais après, il y a tout ce qu'il y a à construire autour, et donc il y a beaucoup de travail à faire, et le Startup e-chèque nous a vraiment permis d'avoir cette structure avec les différents piliers qui auront tous aidé d'une certaine manière, mais qui a fait qu'on est ici aujourd'hui. Et du coup, je termine avec toi, Arnaud, qui est comme l'un des piliers du Startup e-chèque. Tu es souvent là, avec grand plaisir d'ailleurs qu'on te voit. Mais du coup, enfin, voilà, c'est vraiment un aspect fort de ton quotidien, cet accompagnement. Moi, j'ai intégré le Startup e-chèque parce que j'ai clairement besoin d'encadrement. Moi, je suis quelqu'un de très, très créatif. J'ai beaucoup d'idées, vraiment, vraiment beaucoup d'idées. Et mon problème, ce n'est pas la mise en œuvre, c'est le fait de rester focus sur ces idées-là. Et du coup, le Startup e-chèque m'a vraiment aidé avec tout le parcours, à suivre les différentes étapes et du coup, à être cadré dans ma progression, dans la continuation, je vais dire, de mon projet. Donc ça, c'était important pour moi. Et il y a une autre chose qui a été très, très importante pour moi. Je crois que c'est mon 4e ou 5e coaching que j'ai eu avec Xavier de Porter. Celui-là, il m'a marqué, je crois qu'il m'a marqué à vie. J'avais été hyper organisé pour ce rendez-vous. Je me souviens, c'est le premier rendez-vous que j'avais préparé. J'avais dressé une to-do list et j'avais fait toutes les notions que je voulais aborder. Et tout. Et je discute et après 10 minutes, il m'arrête et il me dit « Est-ce que tu as vendu ?» Et je lui dis non. Alors il me dit, écoute, tout ce que tu as fait là, ça ne sert à rien. Une entreprise, ça existe que par ses ventes. Du coup, depuis, j'ai vendu. Et du coup, c'est grâce à lui que je me suis vraiment lancé parce que c'est vrai que c'est bien de faire des logos, c'est bien de réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais au final, si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Et le faire, c'est vendre. Du coup, de ce que j'entends, c'est vraiment pousser à la concrétisation. Ah, ça, c'est des gifs, j'en ai reçu. mais c'est bien parce que dans l'environnement entrepreneurial, il y a beaucoup de personnes où on va pousser les gens, on va faire croire que c'est un chouette environnement, où tout le monde s'entend bien, et en fait, non. Pour moi, c'est une grande piscine où il y a plein de requins, et si tu as un petit poisson, au final, tu n'existeras pas, donc il faut que tu deviennes un requin. Ah, un univers impitoyable. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a des entreprises qui doivent exister et d'autres pas. Après, ça... Un retour par rapport à ça? Oui, moi, pour le moment, dans notre expérience par rapport au monde entrepreneurial, justement, je trouve beaucoup de bienveillance, que ce soit ici, dans les conseils, etc. Après, il y a le fait de vendre, pas vendre, et je pense que c'est plus là-dessus qu'insiste Arnaud derrière. C'est vrai que ça peut être parfois dur, mais d'une manière générale, je ressens quand même pas mal de bienveillance, que ce soit donc ici au Start Lab de l'e-chèque ou même avec d'autres entrepreneurs maintenant, parce qu'on essaie d'avancer sur différents projets, que ce soit par rapport à notre site internet, par rapport au SEO, et donc on a des premiers rendez-vous. Et
Moi, je ressens quand même beaucoup de bienveillance derrière. Donc, comme ça, je tempère un peu. Maintenant, Il y a de la bienveillance, mais finalement, une entreprise, ce n'est pas juste de la bienveillance. Hein. Tu peux être il faut que ça bienveillant. tourne, il faut que ça tourne derrière. Voilà, il faut que ça tourne. Moi, si je peux réagir à ça, je suis d'accord avec le fait que pour moi, l'univers de l'entrepreneuriat est bienveillant globalement. Après, c'est vrai que c'est peut-être différent au moment où on démarre notre projet, qu'on est accompagné, etc. Après, ce que je peux rajouter, c'est aussi que c'est un univers qui est très exigeant parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a des responsabilités, de lourdes responsabilités et que si on ne les remplit pas, on est seul face à ces responsabilités-là. Donc, je comprends les deux points de vue, mais je pense que globalement, il y a quand même beaucoup de bienveillance en général. Je suis un peu d'accord avec Arnaud. Je pense que c'est vraiment... il y a beaucoup de bienveillance entre entrepreneurs, tout au début. Mais dès qu'on atteint un certain stage et qu'on se rend compte qu'on a des différents buts et qu'on va arriver quelque part d'autre, ça va être dur et ça... Ouais, c'est le monde du business, quoi. C'est pas le monde du bisounours, comme on dit. Donc, et justement, ici, au Start Lab, on a cette bienveillance et ça fait vraiment plaisir. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien formulé avant, mais je conseillerais vraiment à tout jeune entrepreneur qui a une idée, justement, qui a l'échec, c'est à côté. C'est à côté. Tu as un cours de business, tu viens ici et tu travailles sur ton idée, quoi. Donc, la pression positive, par exemple, que Carnot donne, il est toujours là en train de travailler. Tu te dis, waouh, ok. Je vous mets pas la pression, je vous mets. Donc, non, ça fait plaisir en tout cas. Mais juste avant qu'on conclue, on parle donc de chemin pas facile. Clairement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des mauvaises surprises, notamment le Covid. Là, c'était une mauvaise surprise généralisée. Comment est-ce que Pas tant que ça, en fait. Ah bah voilà, c'est ça que j'allais dire. Comment est-ce que... Bon, après, à un moment, on a été confinés, hein, donc ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Pendant ce confinement-là, moi, j'ai fait toutes mes démarches commerciales. Mais voilà, je voulais savoir comment vous l'avez abordé, en fait. Qu'est-ce que ça vous a fait grandir? Vous avez tiré? Ou au contraire, en tout cas, vous êtes là. Donc, vous avez survécu au Covid et à ses conséquences. Qu'est-ce que vous avez raconté sur cette expérience particulière? C'est quand même dur de se prendre l'épidémie du siècle quand on commence. Il ne faut pas se voiler la face. Nous, on est en B2B, on se base sur le fait que les gens soient ensemble sur un endroit, qu'il y ait beaucoup de gens qui se retrouvent ensemble, la culture d'entreprise. Et je veux dire, personne n'a vu venir, bien sûr. Et donc là, on est vraiment super content que le vaccin, ça semble fonctionner. Et on est vraiment content de pouvoir commencer la rentrée en septembre. Et clairement, même le Covid, pour nous, ça a eu des côtés positifs. Donc, on croit encore plus dans notre idée. Et même si ça continuerait encore 2-3 ans, je pense que notre idée est vraiment dans l'air du temps. Cependant, je veux dire, on aurait quand même pu l'éviter, le Covid. Ça aurait pu venir dans 5 ou 6 ans, quand on serait peut-être un peu plus mature. Ça aurait été beau, quoi. Du coup, bien sûr, le Covid, c'est chiant, etc. Mais moi, je pense que la situation, elle était telle qu'elle était. Donc, au final, la seule chose que tu peux faire quand tu es un entrepreneur, je pense, c'est de réagir par rapport à ça. Et si tu te dis juste, c'est le Covid, pas de chance, et que tu te laisses mourir, peut-être, est-ce que tu avais vraiment ta place dans ce milieu-là? Parce que, voilà, finalement, il faut réagir. Tu réagis par rapport à un problème de marché. Là, le marché, il n'était pas là. Tu en trouves un autre, comme Laura l'a fait, en passant du physique au digital. Et finalement, le Covid, ça a été une très bonne affaire, je vais dire, pour lancer Arsène. De mon côté, moi, ça m'a permis de faire pas mal de démarches commerciales, parce que finalement, les gens, ils avaient le temps. Alors. Ils n'avaient plus c'est vrai, avant, ils étaient bloqués dans l'opérationnel, et là, l'opérationnel était bloqué, donc ils avaient le temps. Et donc, du coup, moi, j'en ai profité, j'ai pris mon temps, j'ai pu rencontrer, j'ai pu discuter. Et maintenant, toutes ces personnes-là, je les connais et j'ai plus besoin de me soucier de courir après les mails, d'envoyer un mail et d'attendre la réponse pendant un mois, parce que j'ai rencontré ces personnes-là, le contact est plus facile, etc. Donc, finalement, pour moi, ça a été, je ne vais pas dire une bonne chose, mais ça a été une bonne opportunité. Pour Arsène aussi? Pour Arsène, d'une manière globale aussi, dans le premier confinement, on avait encore juste l'idée, on n'était même pas encore sûr de s'adresser vraiment aux entreprises. Donc là, on a
pris un petit coup et on a commencé à un peu procrastiner. Maintenant, à partir de l'été, quand ça a commencé à reprendre, on a décidé de développer la solution. Et donc, on a vraiment constitué la société en juillet 2020, donc vraiment entre les deux confinements. Et d'une manière générale, il y a eu un boom, vraiment un intérêt grandissant pour les produits belges, artisanaux, locaux, donc ce qui nous a favorisés. Et ensuite, depuis octobre, comme il y a de nouveau énormément de travailleurs qui sont en télétravail, on a vu qu'il y avait pas mal de demandes pour des box qui sont envoyées directement chez les travailleurs pour leurs événements via Zoom, enfin en distanciel. Et donc, d'une manière générale, on a été favorisé a priori par la situation du télétravail. Donc, je pense que ça dépend vraiment des business. Il y en a pour lesquels ça a été très problématique et il a fallu pivoter ou trouver des solutions. Et nous, par exemple, on a plus profité de la situation d'un point de vue business. Ça dépend des business et du coup pour Kyo. Pour moi, donc, globalement, la pandémie, ça a vraiment été les deux revers de la médaille. Donc, c'est du jour au lendemain, en fait, on est coupé de tout le monde et de tout. Et en tout cas, dans mon cas, où j'aime beaucoup rencontrer des gens, avoir un contact, faire de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses et aussi aller à des endroits différents. Moralement, ça a été dur. Parce qu'évidemment, on se retrouve pendant un mois entre quatre murs et donc on se remet en question et donc on se dit bon, est-ce que ce que je fais là maintenant, ça a du sens? Est-ce que ça continue à avoir du sens, etc. Donc moralement, ça a été très dur. Après, c'est vrai que je rejoins le fait aussi que ça a ouvert pas mal d'opportunités. Mais du coup, j'avais du temps pour pouvoir travailler. Les gens étaient beaucoup plus en fait sur les réseaux aussi, vu que tout le monde était chez soi. Et du coup, il y avait énormément d'interaction en fait sur les réseaux sociaux, tout ce qui était digital, etc. Donc oui, ça a vraiment été deux ambivalences, quoi. Le fait de se dire que c'est assez dur de continuer comme ça. Surtout qu'à la base, personne n'imaginait que ça allait durer un an. Et à côté de ça, le fait que ça a ouvert aussi de nouvelles portes, que ça a, je pense, amené beaucoup plus de flexibilité au niveau que ce soit de la gestion des parties prenantes d'un projet. Enfin, je veux dire, maintenant, moi, tous mes rendez-vous, c'est en Zoom, quoi. Et je pense que ça continuera à l'être dans le futur. Et donc, en termes de temps aussi, c'est un gain de temps. Alors, j'ai encore une question, mais avant ça, je vais me tourner vers la régie pour savoir si l'audience souhaite s'adresser à nos porteurs, s'il y a une main qui se lève, ou bien s'il y a une question dans le chat. Alors, il n'y a pas de main, il n'y a pas de questions, il y a beaucoup de félicitations. Et donc, je vais te laisser terminer en posant ta dernière question. Si rien ne bouge. C'est que vous avez été limpide. Alors, avant de passer la parole à Daniel Binamé, donc, qui conclura cet échange, je voudrais savoir de quoi est-ce que vous êtes les plus fiers? Les plus fiers. Soyez pas timide, hein. Ça, c'est, je pense justement, ouais, c'est important de se rappeler, et ça je le conseillerais peut-être à tout futur entrepreneur, et je ne le fais pas encore et je devrais commencer à le faire, je me dis toujours que je vais commencer, c'est de se dire tous les jours de quoi on est fier. Parce que nous, surtout, on a toujours le tunnel dans le guidon. Là, si tu m'avais dit il y a un an qu'on a installé un point de vente dans le Aspria Louise, j'aurais dit ouais, jamais, c'est incroyable. Et là, on l'a fait et on est là directement tête dans le guidon. Il faut continuer, il faut continuer. Donc, parfois, moi, j'avoue, quand j'ai entendu avant la question, je me suis rappelé, je n'ai pas trop souvent ce sentiment. Donc, il faut plus souvent se rappeler. Donc, si je dirais, ouais, c'est le premier contrat signé, et maintenant celui à Aspria et les contrats qui sont dans la pipeline, donc on est assez content. Mais c'est dur parfois. Moi, j'ai du mal, donc j'aimerais bien entendre ce que les autres. Donc, comment vous faites pour sentir cette fierté de la nice ou d'une bière ensemble Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il peut se passer plein de choses positives et au final, comme on est dans le rythme, on ne s'en rend pas compte. Et en fait, c'est juste maintenant, quand vous avez posé la question avant, je me suis posé la question de quoi je suis le plus fier. En fait, je me suis rappelé,
qui j'étais il y a un an, et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui ont évolué, même d'un point de vue personnel. Et je sais que pour Nicolas, c'est pareil. On a quand même réalisé pas mal de choses, et puis on a grandi, on a découvert plein de trucs, et donc que ce soit avec Arsène, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible, mais même dans la vie de tous les jours, c'est de l'apprentissage, et donc c'est probablement ça dont je suis. Claire, histoire de revenir sur une femme. Mais je trouve, en tout cas pour moi, je trouve que c'est assez difficile de dire, je vais piquer un événement comme ça et dire que c'est ça dont je suis plus fière, parce que tous les jours, en fait, on pose des actions et ça se concrétise ou ça se concrétise pas. Dans mon cas, globalement, en fait, comme ça fait plusieurs années en fait que j'avais en tête justement de créer une marque de cosmétiques. Au début, ça a été très dur pour ma famille et mes proches de me dire que j'avais porté ça, mais à 100%, d'en faire vraiment mon métier, etc. Ça a été beaucoup d'inquiétude de se dire, voilà, quand on entend le mot indépendant, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de frais, etc. Au début, ça a été vraiment très dur. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que le sérieux que j'ai amené dans ce projet et l'investissement que j'y ai mis, aujourd'hui, ça fait que mes proches ont accepté l'idée que c'était ça que je voulais faire, que c'était un objectif de vie, entre guillemets, et aussi que d'une certaine manière, ça faisait partie de moi, en fait. Et ouais, c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais c'est vraiment le fait que, voilà, au fur et à mesure du temps, je pense que je me suis suffisamment investie là-dedans pour que ce soit considéré, en fait, même par des personnes qui ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Et je pense que même aujourd'hui, ça reste quand même un petit peu flou pour certains de mes proches. Mais ouais, c'est vraiment le ressenti de mon entourage du fait que je me suis investie là-dedans et que je me donne là-dedans aussi. Arnaud, clôture avec toi. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Je pense que c'est la confiance en moi que j'ai gagnée. Avec tout le projet, c'est vrai qu'on parle avec énormément de gens de tous les statuts, des chefs d'entreprise, des étudiants, simplement des commerciaux. Et à chaque fois, tu te dis, en fait, c'est juste moi, j'ai juste 24 ans et je m'adresse à quelqu'un qui a 40 ou 50 ans et il t'écoute et apparemment tu l'intéresses. Et du coup, rien que ça, déjà moi, ça me rend super fier, personnellement. Et puis, je me souviens, quand j'ai intégré l'ICHEC, c'était en 2014, j'étais vraiment hyper introverti. Et il y a, je crois, c'est 1 ou 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'animer avec Hélène Cochot et c'est ça. Une séance pour l'option entrepreneuriat devant un amphithéâtre. Et du coup, je l'ai fait. Et les gens sont venus vers moi et m'ont dit « Ah, tu avais l'air super à l'aise et tout, félicitations ». Alors que non, je stressais, j'avais peur, j'avais juste envie de partir. Mais le fait de l'avoir fait, ça m'a apporté tellement de confiance en moi que maintenant, quand je dois parler devant quelqu'un, quand je dois parler à quelqu'un que je ne connais pas, j'ai plus cette appréhension parce que je me suis dit, tu as réussi à parler devant 40, 50 personnes, c'est bon, une personne, qu'est-ce que ça va faire? Et du coup, tout ça, ça m'a fait grandir. Ça, j'en suis extrêmement fier parce que je ne pense pas que je serais la personne que je suis actuellement si je n'avais pas mené ce projet, qu'il finisse bien ou qu'il ne finisse pas. Alors, on a une question d'Antoine sur Facebook qui nous demande c'est quoi les 3 qualités d'un bon entrepreneur. Check. Je pense qu'on en dit chacun une. Ouais. Résilient, responsable et engagé. Mais allez-y. Alors, je dirais oui, persévérant. Et en même temps flexible. Parce que les deux sont un peu différents, mais c'est deux choses qui peuvent être intéressantes. Bon, du coup, pour pas répéter, je veux dire vendre du rêve. Vendre du rêve. Ouais, pour moi, c'est important. Parce que tu crées un projet, tu as une passion, tu partages ta passion. Tu dois essayer de transmettre cette passion en vendant du rêve
à tes clients ou alors à tes partenaires, ou même à ton équipe, finalement. Le premier que tu dois faire rêver, ce sont ceux qui font partie de ton équipe. Et Daniel? C'est dur d'en dire un, mais je dirais continuité, organisation et puis le suivi constant de ce qu'on est en train de faire. Parce que ça peut, j'ai aussi entendu le mot procrastination. Quand tu n'es pas encore dans le sérieux ou quand tu n'es pas encore dans le concret, ça peut très vite arriver que 2-3 semaines se passent et que tu aies fait quelque chose, mais tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien produit et ouais, ça fait mal. Donc, ouais, continuité, organisation et puis le suivi constant. Bon, on va clôturer cet échange. Je tiens quand même juste à dire que même si vous avez du mal à dire de quoi vous êtes fiers spontanément, on est très fiers de vous voir grandir, évoluer, atteindre vos objectifs et que c'est un plaisir de vous accompagner au fil des semaines. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Daniel Binamé, qui est donc qui travaille pour Partena, qui est l'un de nos sponsors, pardon, et qui soutient donc le Cercle Abhishek depuis un petit moment maintenant. Est-ce que Daniel nous entend et est-ce qu'on entend Daniel? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Daniel. Merveilleux, merveilleux. Alors, tout d'abord, tout grand merci pour l'invitation à partager ce moment avec vous. Merci pour tous ces témoignages et ces retours d'expérience. Ça me booste, comme vous ne pouvez pas savoir, pour les prochains mois et années, parce que ça fait plus de 30 ans que j'œuvre auprès de l'entrepreneuriat en Belgique. Donc, merci à vous. Et c'est vraiment précieux d'entendre dans vos réponses et vos mots toute la complexité du chemin entrepreneurial, particulièrement en Belgique. Comme vous le savez, nous avons un taux d'entrepreneuriat en Belgique qui est un des plus faibles d'Europe. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais quand je vois et que j'entends tout ce que j'ai entendu ce soir, moi, ça me booste. J'espère que vous aussi, autour de la table et autour de vos écrans, en tout cas. C'est vraiment stimulant et inspirant de vous écouter. On sent vraiment votre passion et on imagine tout votre travail qui a été fait en amont de ce que vous venez de nous partager. Et j'ai un mot à vous dire, c'est merci pour ce cadeau, en tout cas. Et à vous entendre, il paraît vraiment évident que les qualités nécessaires de chaque entrepreneur en herbe sont, d'une part, l'adaptabilité ou le fait de faire face à toutes les problématiques avec la volonté de trouver une solution, ce qui est important, sans baisser les bras. La résilience, la curiosité, car pour endosser toutes les casquettes que doit prendre un entrepreneur, et je pense notamment la casquette de comptable, commercial, communicant, inventeur, imaginatif, il faut être prêt tous les jours à apprendre de nouvelles choses et à se remettre en question. Et aujourd'hui, soir, est une belle occasion de se remettre tous en question par rapport à l'entrepreneuriat. Et encore une fois, merci pour ce beau cadeau d'expérience. Et nous avons aussi bien compris à vous entendre que l'entrepreneuriat n'est pas un choix de facilité, que du contraire. Non, j'ai entendu, on n'y fait pas de l'argent facile. Rassurez-vous, dans le monde du salariat non plus. Donc, on est pratiquement à égalité. Et oui, seuls bosseurs invétérés qui mettent toutes leurs énergies dans leurs projets alors qu'ils n'ont aucune certitude sur l'issue, tracent finalement une belle route. Et encore bravo à toutes et à tous pour ce parcours et pour votre parcours et ce partage. En effet, la dernière étude effectuée par Hub Bruxelles, qui date ici d'avril 2021, sur l'impact de cette crise sanitaire sur les jeunes et l'entrepreneuriat, nous apprend différentes choses. Et notamment, en général, les jeunes, ils définissent leur projet à 23 ans et se lancent vers 25 ans. Donc, j'ai entendu ce soir, vous êtes tous jeunes, donc c'est merveilleux. Vous avez la vie devant vous et les projets devant vous. Que la plupart des jeunes à Bruxelles qui se lancent n'ont pas nécessairement le background nécessaire à l'entrepreneuriat en tout cas. Et les principaux freins évoqués pour entreprendre sont le manque de connaissances, notamment en finance, de réseau, de relations professionnelles, les contraintes administratives, le manque de connaissances de l'écosystème institutionnel et bien sûr l'accès au financement, ce qui a été abordé par différents d'entre vous ce soir.
et merci de l'avoir partagé aussi généreusement. C'est donc pour aider à desserrer tous ces freins qu'il est nécessaire, et ça, je tire un grand coup de chapeau, que des structures d'accompagnement pour jeunes entrepreneurs existent, parce que les questions en matière de statut, droit social sont extrêmement complexes et essentielles à maîtriser. Mais notre entreprise, Partenariat Professionnel, soutient comme partenaire et comme expert le Startlab e-Chèque. Nous avons notre part à jouer en tant que partenaire social en tout cas, et nous travaillons activement à faciliter la vie et permettre à de plus jeunes de se lancer en toute confiance en mettant tout de leur côté. Nous essayons qu'ils cernent le mieux possible les enjeux, les risques et les opportunités qui se cachent derrière un jargon légal et administratif, je vous l'accorde, parfois très difficile à comprendre et à maîtriser. Clarifier, faciliter, accompagner sont des verbes clés dans l'accompagnement que nous apportons aux entrepreneurs. Vous devez savoir que la mission de Partenariat Professionnel est d'entreprendre avec les entrepreneurs. Tout entrepreneur participe au fondement de toute notre économie. Et Partenariat Professionnel encourage la passion de tous ces entrepreneurs en les accompagnant, qu'ils soient starters, indépendants, entrepreneurs de plus grande envergure, dans toute la réalisation de son projet, dans ses projets, avec ambition et motivation. C'est ce qui fait de nous un partenaire sur lequel tout entrepreneur peut compter. On est expert au bon moment et conseiller quand vous en avez besoin. Avec vous, nous allons de l'avant et pour vous, nous faisons tout pour que cela fonctionne. Je tiens à vous souhaiter le plus grand succès dans vos différentes entreprises et au Startlab e-Chèque de poursuivre auprès de nombreux et nombreuses candidates un accompagnement tout aussi utile que nécessaire. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, merci pour ce beau cadeau à toutes et à tous. Merci à toi, Daniel. Mais je pense que ça va clôturer sur ces beaux mots notre soirée de ce soir. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, ils seront obligés, mais ça, on le partagera aisément. Sur ce, on va couper le Zoom, couper le Facebook. Si je peux juste me permettre, j'invite quand même les personnes qui nous regardent à regarder les vidéos de pitch des porteurs de projets qui étaient avec nous ce soir, découvrir leurs projets, s'abonner à leurs réseaux sociaux, ceux du Facebook, du Startlab e-Chèque aussi. Voilà, envoyer de la force. Au revoir. Un tout grand merci à tous. Une bonne soirée. Daniel, au revoir. Au revoir.